Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Bon, cette fois-ci, c'est pas avec des Québécois parce que ça y est, il fallait qu'on revienne un petit peu en France. Mais là, cette fois-ci, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Yann qui est arbitre. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Salut Dylan, déjà merci à toi. Déjà, pour commencer, un petit mot d'excuse que tu m'as sollicité plusieurs fois. Et c'est vrai que j'ai pas toujours répondu ou j'ai répondu oui, oui, je verrai. Et donc voilà, mais que veux-tu? Bon, c'est le lot de nous autres, les stars, de nous faire un peu désirer, hein. Bon, je plaisante évidemment. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, ils ont bien de la chance. Donc, je m'appelle Yann Le Sedec, je suis arbitre de catch depuis 2017. J'ai commencé à la ICWA sous la tutelle de Pierre Booster Fontaine et Poulapogne, qui ont été un peu mes parrains dans le milieu du catch. Donc arbitre depuis 2007, ça fait donc 17 ans. Bon, évidemment, moins les années Covid et ce genre de choses. J'ai arbitré dans 4 pays, donc en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Angleterre. Et écoute, pour une présentation, on va dire que c'est à peu près tout pour le moment. Ok, on va parler de pas mal de choses et honnêtement, franchement, alors c'est vrai qu'en général, tu vois, on me dit toujours c'est bien d'avoir, tu vois, enfin des renseignements sur ces invités, mais moi j'aime bien aussi être surpris, tu vois, pendant l'interview, parce que je pense que tu dois être d'accord avec moi, quand on sait vraiment pas mal de choses, tu vois, c'est pas forcément drôle. Alors du coup, la première question, elle est toute simple, c'est comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde à la télé? Est-ce qu'on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour tes toutes premières fois? Alors écoute, les toute première fois, pour te dire, je m'en souviens encore, même si ça commence à faire quelques temps, puisque j'ai découvert le catch en 1993, j'avais 10 ans. Donc à l'époque, le catch, la WWF, à l'époque, donc, passait sur Canal+, en clair. Et en fait, alors l'histoire est très bête, c'est que donc j'avais 10 ans, donc mes parents avaient une télé dans leur chambre, et en fait mon père était à moitié en train de faire une sieste, et je venais juste le voir, j'imagine sûrement pour l'embêter, j'avais 10 ans, donc c'est un peu ce que les gamins font à cet âge-là. Et en fait, je vois cette espèce de spectacle à la télé qui a l'air très, très rigolo. Alors bon, même si de suite mon père m'a dit que, enfin je ne sais plus exactement quel mot il a dit, mais bon, en gros, ce n'était pas un sport, on va dire au sens usuel du terme, je ne sais plus comment il l'a dit. Mais c'est vrai que voilà, dans les yeux du gamin de 10 ans que j'étais, j'ai été impressionné par les paillettes. En plus, on parle de la WWF en 93, donc avec tout de même des personnages. On avait Lex Luger, on avait Razor Ramon, il y avait Yokozuna, il y avait Doink le clown, il y avait donc tout Bam Bam Bigelow, Bret Hart, Owen Hart. Bon, voilà, donc j'ai découvert le catch en 93. Je te dis, le catch passe en clair sur Canal+. Alors, à l'époque, c'était avec les commentateurs de nos amis québécois. Alors, quand j'ai découvert le catch, au départ, c'était avec les commentaires de Guy Aurel, en paix à son âme, il nous a quittés il y a 1 ou 2 ans, je crois. Et Raymond Rougeau, puis après, ça a été Raymond Rougeau et Jean Brassard. Voilà, donc très vite, je ne loupais aucun épisode. Voilà, je profitais du fait que c'était en clair. Alors ça a changé plusieurs fois, mais je crois que la plupart du temps c'était le mercredi après-midi. Et donc, le mercredi après-midi, j'étais réglé comme un métronome. J'étais sur le canapé, prêt avec le paquet de BN à gauche, le jus de fruits à droite, et prêt à profiter. Parce qu'en plus, je crois que ça passait à peu près à l'heure du goûter, grosso modo. Donc voilà, prêt pour 1 heure à fond, et c'était vraiment le rendez-vous que j'attendais avec impatience chaque semaine. Est-ce que tu te rappelles un petit peu du premier match que tu as vu ou alors c'est beaucoup trop loin? Alors ça, honnêtement, le tout premier match, non, je ne me rappelle pas très très bien. Je crois, par contre, un des tout premiers shows que j'ai vu, très clairement, ça je m'en souviens, c'était SummerSlam 93. Je ne crois pas que c'était, puisque à l'époque, Canal+ diffusait l'émission qui à l'époque était l'émission phare de la WWF, qui s'appelait WWF Superstar. En français, sur le programme télé, ils appelaient ça les superstars du catch. Alors je sais que ce n'était pas SummerSlam, ça devait être un épisode de Superstar un peu avant SummerSlam, parce que je découvre c'était vraiment l'été 93, il y a quasi 31 ans jour pour jour. Par contre, je me souviens un petit peu de SummerSlam 93 que j'avais vu avec le main event qui était donc Lex Luger contre Yokozuna. Je me souviens un peu je me souviens un petit peu des semaines avant, puisque Lex Luger avait créé l'événement en étant le premier,
soi-disant, mais bon, le premier, voilà, à faire un power slam à Yokozuna, et donc un peu la rivalité, le Japon d'un côté, les États-Unis de l'autre. Donc le premier match, pile poil, non, mais voilà, je sais que c'était un tout petit peu juste avant SummerSlam 93. Est-ce qu'à l'époque, tu avais 10 ans, comme tu disais, tu comprenais ce que tu voyais un petit peu à la télé ou c'est encore un petit peu vague? Et justement, est-ce que c'est ce côté paillettes, ce côté artifice, et ce côté super-héros pour certains qui te faisait accrocher? Qu'est-ce qu'à l'époque te faisait tenir, toi, cet enfant de 10 ans? Alors c'est vrai que ça commence à remonter, mais je pense qu'il y avait à la fois, oui, à la fois bon, clairement à la fois le côté paillettes et spectacle, mais tout de même, voilà, même la qualité, enfin voilà, de voir ces gars hyper costauds faire des choses assez impressionnantes. Bon, même si bien sûr en 93 il y avait beaucoup moins bon, il y avait moins de voltige, il y avait moins de voltige que maintenant. En plus, bon, la WWF à cette époque-là, c'était très focalisé, beaucoup focalisé sur les poids lourds. Il y avait extrêmement peu de poids moyens. Enfin, l'un des rares, c'était Sean Waltman, qui à l'époque s'appelait le One, Two, Three Kid. Voilà, mais on était plus, voilà, c'était à la fois ce côté, ah oui, c'est d'une part, ces gars ont tout de même des physiques, bah, pas exactement le genre de physique qu'on croisait dans la rue tous les jours. Et d'autre part, oui, le côté paillet. Donc j'ai été impressionné à la fois par le côté sportif et par le côté spectaculaire. Après, oui, j'avoue, je me prenais au jeu, je me prenais complètement au jeu. Quelques mois après, il y a eu le Royal Rumble 94, et pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui l'ont vu, puisque je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs n'étaient pas nés en 94. J'étais pas né non plus. Ah oui, bah voilà. Merci, merci, j'aime bien ça. Ça me rappelle toujours que les années passent, ça fait toujours plaisir. Le Royal Rumble 94, et voilà le match donc le match du cercueil entre l'Undertaker et Yokozuna, et où il s'était mis, voilà, où il y avait eu de multiples interventions, il s'était mis à 20 sur l'Undertaker pour le battre, et voilà, et moi je rageais, mais je rageais vraiment pour de vrai, quoi. Voilà, j'étais vraiment pris dans le truc. Voilà, même si mon père m'avait dit que voilà, fallait, on va dire, pas tout prendre au pied de la lettre dans le catch. Oui, c'est sûr que moi, au départ, oui, je gobais tout, le potage et le reste, quoi, hein, au départ. Bon, c'est après que j'ai pris évidemment un petit peu de distance, mais oui, 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 au départ, j'accrochais vraiment à fond là-dedans. Ok, bah, justement, alors de base, quel était pour toi l'élément déclencheur qui t'a permis de passer donc de simple fan à catcheur, mais comme toi tu es uniquement que arbitre, justement, comment deviens-tu arbitre? Pourquoi avoir choisi arbitre et non catcheur? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment tout s'est passé pour toi au tout début? Oui, en fait, au départ, donc je découvre le catch. Après, bah, je crois que le catch à un moment n'était plus diffusé en clair, donc j'ai plus pu le regarder. Alors bon, un drame, comme tu peux l'imaginer. Bon, puis évidemment, en 80, quoi que si, j'allais dire ça, c'est vers 96 que ça s'est arrêté. Bon, 96, bon, oui, les gens commençaient à avoir Internet, mais bon, c'était pas très répandu, et c'est pas comme si on pouvait télécharger de la vidéo à la blinde. Bon, déjà, si on pouvait télécharger un tout petit peu de musique, c'était déjà grandiose. Voilà, donc le temps passe. Après, je réussis à le revoir de nouveau, bah, par Internet vers 2002-2003. Et en fait, à partir de 2000, nos chers camarades Christophe Ayus et Philippe Chéreau commencent. Le catch commence à être diffusé sur RTL9 en 2000. À l'époque, c'était encore la WCW. Et RTL9 il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, etc. Mais il y avait des forums de discussion. Et en fait, sur le forum de RTL9 dédié au catch, voilà, donc je fais connaissance avec quelques personnes avec qui après je me suis lié d'amitié. Et d'ailleurs, et parmi l'un d'eux, quelqu'un qui est vraiment l'un de mes meilleurs amis à la fois dans le catch, mais dans la vie tout court, qui s'appelait, enfin son pseudo de fan à l'époque c'était Kane Red. Il a catché pendant quelques années sous le nom de Kevin Red, et je lui fais un gros coucou. Voilà, non, je ne vais pas dire s'il nous regarde, enfin quand il nous regarde, quand il verra cette interview, parce que c'est vraiment. Et Kenneth connaissait Booster, connaissait Pierre Booster Fontaine. Il avait déjà été à plusieurs shows de la ICWA. Et en fait, moi, parallèlement à ça, je me suis jamais vu catcheur, mais j'avais envie de connaître un petit peu l'envers du décor, voir un petit peu les ficelles. Et donc en 2007, eh bien, donc j'habitais en Bretagne à l'époque, je vais à Bailleul, dans la banlieue de Lille, Je faire un connais, stage de 3 jours. Ah, tu connais, voilà. je Donc, connais.
Je suis du nord de la France et en étant petit, j'étais en foyer. Donc, du coup, bah, c'est à Merville. Donc, du coup, je connais forcément Bayeul et tout. Donc, il n'y a Ok, pas de problème. Je ok, connais bah oui. parfaitement. Ah bah très bien. Donc c'est à l'époque, bah, Booster donc il y avait sa salle à l'époque là-bas, parce que c'était une salle multisport, il y avait un coin pour le catch. Et donc j'avais envie de faire un stage de catch. Alors déjà le rôle de l'arbitre m'intéressait, j'avais jamais pratiqué, mais bon voilà, je sentais que ça m'intéressait. Je me suis jamais vu catcheur, mais arbitre, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, donc je fais ce stage au départ plus pour découvrir les bases du catch. Et en fait, Pierrot m'encourage, enfin donc Pierre m'encourage fortement à discuter avec Booster. C'est vrai que en fait, bêtement, je me disais, mais en fait, bah, arbitre, mais non, personne ne veut faire arbitre. Enfin, tout le monde a envie d'être catcheur. Je veux dire, si je dis que j'ai envie de faire arbitre, on va peut-être me prendre pour un taré. Ou, voilà, parce que je me disais, bah non, voilà, le rôle phare, c'est catcheur. Je leur bon. Et bah, finalement, je prends bah, mon peu de courage à deux mains. Finalement, je discute avec Booster. Bon, pour ceux qui le connaissent, c'est pas exactement le mec le plus méchant du monde. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on le voit au départ arriver, bah, à l'époque, il était beaucoup plus costaud que maintenant, et avec les bras couverts de tatouages, bon, au début, je ne faisais pas forcément trop le malin, même si je me suis vite aperçu qu'il n'y avait absolument rien à craindre de lui. Et on discute, il me fait essayer deux, trois matchs donc à la fin du stage. Et il me dit, bah écoute, c'est pas mal, il y a des choses à améliorer, mais c'est pas trop mal. Et là, il me dit, bah écoute, donc comme je te disais, j'habitais en Bretagne, j'habitais du côté de Brest à l'époque. Et à l'époque, et à ce moment-là, pardon, il me dit, donc on est en juillet 2007 à peu près, il me dit, bah écoute, fin septembre 2007, on a une date en Bretagne, du côté de Rennes. Il m'a dit, on te recontactera, ça fait pas trop loin, peut-être qu'on te fera venir, etc. Donc déjà, je repars évidemment bah, tout content. Et en fait, bah, coup du sort, si je veux dire, c'est que bah, c'était, bah, ça, nos auditeurs le connaissent très bien, l'arbitre principal de l'AFC-WA, c'était le bon Scurie. Que bah, j'imagine que presque quasi tout le monde ici connaît. Et le Bronze Curie, en fait, donc début 2007, donc ils allaient faire deux dates dans le sud de la France. Et en fait, Curie, je crois, avait eu un empêchement, tout ce qui s'était passé. Et donc, en fait, je reçois un message de Boulapin qui me dit, bah écoute, en fait, Curie a un empêchement, donc si tu veux, bah là, dans 2 semaines, tu viens avec nous, on va faire deux dates dans le sud et on te prend comme arbitre. Bon, là, évidemment, bon, là, mon cœur a. Voilà, le rythme cardiaque a monté à peu près à 200 BPM. Et donc, j'étais hyper content, hyper excité. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes débuts. Alors, de mémoire, le 4, alors, je sais jamais si c'est le 4 ou le 5 août 2007, donc ça fait bah, un petit peu plus de 17 ans, sur le parking de l'ancien Intersport, donc le magasin de brocante de Villeneuve-les-Béziers. Bah, à l'époque, il s'est développé avec un partenariat avec l'ABC. Et donc, c'était le magasin de Monsieur Soulier, d'ailleurs, paix à son âme, il nous a quitté il y a quelques mois, le père de Rudy Soulier. Et donc, voilà, mon premier chose s'est déroulé donc sur voilà, le parking de l'ancien, donc devant, alors, je sais plus combien, il y avait tout de même, je crois, quasiment 200 personnes, ce qui était pas mal. Et le lendemain, on était à Digne-les-Bains, il y avait beaucoup plus de monde. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Je m'en souviens juste un tout petit truc, c'est qu'un an avant, parce que c'est vrai que, comme je t'avais dit, le rôle de l'arbitre, c'est quelque chose qui m'intéressait, qui commençait à m'intéresser depuis quelques temps. Et début 2006, j'avais vu passer une annonce en fait en Angleterre. Ils proposaient un petit stage, une sorte de mini-stage pour s'initier à l'arbitrage. C'était dans la banlieue de Londres et ben, voilà, j'y suis allé. Ça m'a énormément plu. Mais voilà, c'est vrai qu'après, sur le coup, bah, après, j'ai pas osé. Alors, c'est très bête, hein, mais j'ai tout simplement pas osé prendre contact avec. Voilà, j'ai pas osé prendre contact avec des pointeurs de tête, bah, et notamment Booster. Donc, bon, j'aurais pu commencer un tout petit peu avant, mais bon, écoute, je ne pas. Ça a pu se faire et j'en suis déjà très content. Ok. À l'époque, c'était quoi la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans le catch? Est-ce qu'ils t'ont suivi dedans? Est-ce que c'était compliqué pour certains? C'est quoi un peu le retour que tu as eu? Bon, même si c'est vrai que c'est complètement différent qu'un catcheur, mais ça reste quand même aussi. Enfin, alors, l'arbitre, il a quand même deux rôles. Il a un rôle invisible, mais il a un rôle également aussi important. Il faut qu'il soit invisible dans le match, mais il faut qu'il soit important pour le décompte final. C'était quoi la réaction de ta famille à l'époque? Ben, à ma grande surprise, pas à ma grande surprise, non, j'exagère, mais en fait, je pensais qu'elle allait être un peu plus négative que ça, mais en fait, non, elle a été très positive. Bon, évidemment, mes parents savaient que j'adorais le catch. Bon, à l'époque, quand j'ai commencé, j'habitais plus chez eux, donc j'avais 24 ans
J'habitais plus chez eux depuis déjà quelques temps. Au départ, j'ai pas osé leur en parler parce que c'est très bête, je sais pas comment forcément ils réagiraient. Et en fait, non, bah, ils ont trouvé ça, bah, ils ont trouvé ça très bien. Voilà, ils savaient que, bah, voilà, ils savaient à quel point j'adorais les catchs. Je savais pouvoir en faire partie. Non, ils ont trouvé ça bien et dit, bah, non, bah, c'est une passion. Si tu peux la vivre, c'est une très bonne chose. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que tu aimes justement en tant qu'arbitre? C'est quoi? C'est le fait également aussi de procurer de l'émotion, c'est également aussi d'être contre ou avec le public, parce que bah, on sait que des fois il y a des arbitres heel, il y a des arbitres face. C'est quoi que tu aimes bien toi dans ce rôle d'arbitre? Si tu veux, je dirais que j'aime bien. Bah, en fait, ça me permet d'être aux premières loges sans. Je te dis, je me suis jamais vu catcheur. En fait, parce que j'ai un peu de mal à répondre à la question, parce qu'en fait, à un moment, bon, lorsque je regardais le catch depuis déjà plusieurs années, je me suis tout simplement dit, en fait, je me verrais bien faire ça. Je me suis bien faire ça. J'aimais bien le rôle de l'arbitre, c'est-à-dire, bon, ouais, j'allais dire les interactions avec le public, même si bon, dans le catch qu'on voit à la télé, elles sont extrêmement modérées, bien sûr. Lorsqu'on voit ce qui à la WWE ou la AEW, l'arbitre n'a pas vraiment d'interaction avec le public. Bon, je pense aussi c'est notre côté un peu fan de football qui fait que, en France, qui fait que voilà, l'arbitre devient rapidement une cible facile. Non, c'est vrai que ça, c'est une différence que j'ai vue par rapport à d'autres endroits. Euh, oui, je te dis, c'est d'être à la fois, ouais, c'est d'être à la fois, gérer un peu entre les catcheurs, avoir un rôle aussi de facilitateur, puisque, bon, je pense que je vais pas, comment dire, enfin, les gens, ceux qui nous écoutent vont pas, c'est pas un scoop, ça va pas être un scoop pour ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai que voilà, en tant qu'arbitre, on doit également des fois faire passer des messages aux catcheurs, gérer le temps, être sûr qu'ils ne dépassent pas. Donc bon, voilà, c'est vrai que c'est plus un second rôle, mais un second rôle dont je me satisfais tout à fait. Oui, ouais, le côté interaction avec le public, c'est pas forcément ce que je recherche le plus. Tu parlais tout à l'heure d'arbitre heel et d'arbitre face. Alors je sais que ça se fait depuis longtemps. Je respecte tout à fait. Personnellement, c'est pas mon truc préféré. Je pense qu'un arbitre n'a pas à être face ou heel. Si tu veux, il a un rôle qui est de maintenir les règles. Euh, donc, on pourrait dire que classiquement, l'arbitre serait plutôt face, puisque naturellement, il est là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de triche, que le match se déroule vraiment dans, dans les bonnes, avec les bonnes règles. Mais voilà, c'est un rôle dans lequel en fait on doit modérer, on doit modérer les échanges entre deux, quatre, six ou plus catcheurs qui souhaitent en découdre, catcheurs ou catcheuses qui souhaitent en découdre sur le ring. Et voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, Oui, mais en oui, tout non, cas, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète. c'est vraiment, je dis, le rôle. Je sais pas comment dire, je sais pas si j'étais fait pour le rôle ou si le rôle était fait pour moi, mais je pense que c'est aussi ce qui correspondait le plus à ma personnalité. D'ailleurs, Booster, quand j'avais fait ce stage à Bayeul en 2007, m'avait dit, mais dans sa bouche, c'était pas une critique, il m'a dit oui, mais toi, en plus, tu as une bonne tête d'arbitre. Donc voilà, sinon, c'est vrai que de quoi on attend de catcheurs qu'ils aient, bon, bien sûr, un physique, mais aussi un look, comme on dit familièrement, une gueule, quoi. Et bon, bah voilà, moi, il faut croire que ma gueule, si je puis dire, elle était plus faite pour arbitrer que pour catcher. Maintenant, tout le monde a son importance, voilà, aussi bien dans un show de catch, aussi bien le catcheur que les arbitres, que le timekeeper, que l'annonceur. Ça, d'ailleurs, tu vois, j'aurais bien être ring announcer. Ça, c'est quelque chose que je me serais bien vu faire si j'avais pas pu faire arbitre ou si j'avais pas. C'est quelque chose qui m'aurait bien plu aussi. Donc, tu vois, également un rôle entre guillemets secondaire, mais qui a évidemment son importance. Et tout le monde a son importance, comme ceux qui montent et démontent le ring, comme ceux qui tiennent le stand de merchandising, la buvette. Enfin, voilà, vraiment un show de catch, c'est vraiment une mécanique entière et avec plein de maillons. Et s'il y a un maillon qui décolle, en fait, c'est tout chaud qui peut partir en cacahuète.
Ok. Si jamais je te dis, bah voilà, Yann, est-ce que tu peux nous parler d'une de tes journées classiques dans le catch? À quelle heure t'arrives au matin? C'est quoi un petit peu les rituels que tu fais? Est-ce que par exemple tu fais aussi des entraînements? Est-ce que tu t'entraînes parfois un petit peu avec les catcheurs? Comment ça se passe pour toi une journée rituelle enfin, d'arbitre de catch? Alors, déjà, je me réveille, ce qui n'est déjà pas une mince affaire. Alors, voilà, actuellement, j'arbitre essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement pour la TPW, la Tigers Pro Wrestling à Marseille. Comme j'habite à Toulouse, bah écoute, généralement, je prends le train vers midi, j'arrive à Marseille vers 16h, 16h30, donc je suis à la salle vers 17h. Je fais le tour, je dis bonjour à tout le monde. Alors, c'est vrai que avant que j'oublie, non, souvent, je ne m'entraîne pas vraiment directement avec les catcheurs. Mais voilà, je fais le tour et après un moment, on discute de la carte, voilà, la carte, l'enchaînement des matchs. Je parle avec les catcheurs pour voir s'ils ont un truc particulier, à me dire sur leur match. Et puis, voilà, après, une fois, voilà, hein, la soirée est lancée, le show part. Alors, éventuellement, si je donne avant le show tout de même, je donne un coup de main s'il reste des choses à finir. Je sais pas, monter le décor, les lampes, terminer de monter le ring si jamais c'est pas tout à fait fini. Voilà, il y a la préparation, mettre les chaises, installer ce qu'il faut installer le merchandising, etc. Enfin, voilà, encore une fois, toutes les petites choses qui font qu'un show de catch se passe bien. Voilà, et après le show, ça dépend. Comme souvent, la TPW organise des stages sur les samedis, dimanches. J'avoue que quand on n'a pas à démonter le ring juste après le show, c'est bien, parce que c'est vrai que souvent, on est un peu fatigué. Donc, voilà, selon ce qui se passe le lendemain, soit j'ai de démonter le ring, soit pas si jamais le ring va sur place. Ouf. Et voilà, et après, on fait un petit débrief. Voilà, on fait généralement un petit débrief de la soirée, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, essayer de voir pour réaligner les trucs pour les fois d'après, en essayant de faire mieux le coup d'après par rapport à ce qu'on a fait la soirée dernière. Donc voilà, après, il n'y a pas vraiment de rituel. Alors si, il y a par contre un truc, une mauvaise habitude que j'ai prise il y a longtemps et dont j'arrive pas à me défaire, c'est que j'ai tendance à me changer au dernier moment. Alors ça aussi, alors des fois, c'est pas toujours complètement ma faute, c'est-à-dire que des fois, justement, comme il y a des fois des petites choses à finir juste avant que le show démarre, je ne m'habille pas toujours, mais c'est vrai que oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de terminer de m'habiller pendant que l'annonceur était dans le ring et commençait à dire, bon, et voici le premier match. Donc voilà, donc là, je sais que voilà, il faut généralement que je traîne pas trop et que je ne tarde pas à aller dans le ring. Ok. Et en général, vous êtes combien d'arbitres? Toi, tu es tout seul à la TPW ou il y a aussi également aussi un autre arbitre? Parce que je sais que j'ai déjà vu, en général, il y a deux arbitres. Bon, ça c'est très rare, hein. Je vois que maintenant, c'est plus un arbitre, mais est-ce qu'il y a aussi un deuxième arbitre avec toi ou tu es vraiment tout seul? Alors, ça dépend des fois. C'est vrai qu'à la TPW, généralement, j'arbitre seul, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est arrivé qu'on soit deux, notamment avec le camarade Alex, qui arbitre notamment à la Brawl Spirit. Je fais également un petit coucou à mon cher collègue. Ça dépend des fois. C'est vrai qu'à la TPW, en principe, je suis le seul arbitre, mais tu vois, là, j'ai eu le plaisir de réarbitrer pour Booster à la ICWA pendant le show de Révolution à Maubeuge au mois de mai. Nous étions deux avec Jordi Dasprey, à qui d'ailleurs je passe également un grand jour. Ça dépend. C'est vrai que là, actuellement, je suis un peu plus habitué à être le seul arbitre, mais écoute, quand il y en a deux, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça me fait un peu moins de boulot. Donc, voilà. Est-ce que tu as du stress avant de monter sur le ring ou pas du tout? Parce que c'est vrai que, bon, certes, pendant quelques minutes, les regards sont braqués sur toi avant que les superstars arrivent, mais est-ce que quand on passe le ring, enfin le rideau comme ça, puis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la salle, que ça soit 500 ou plus, hein, si jamais tu as connu plus, est-ce que c'est aussi impressionnant d'avoir le regard braqué sur toi et de se dire, ce soir, j'ai pas le droit à l'erreur? Si tu veux, je dirais que ce soit devant 50 personnes ou 500,
Ouais, il y a toujours un tout petit peu de pression parce que voilà, on a tout simplement envie de faire son travail correctement, exactement comme les catcheurs, exactement comme tout le monde qui participe à un show de catch. Je dirais que oui, j'ai sans doute moins de stress qu'au début. C'est vrai qu'au début, d'ailleurs, je m'en souviens encore, je te parlais tout à l'heure de mon premier show à Villeneuve-les-Béziers en 2007. Je me rappelle, bah, c'était Christophe Agius qui le commentait. Christophe Agius était dans le ring, était en train de faire donc, les remerciements habituels. Je te dis, en fait, on attendait, il y avait, en fait, c'était sur le parking donc, de magasin de brocante. Chez Soulier, en fait, il y avait simplement, pour accéder, il n'y avait pas vraiment d'entrée, je était en extérieur. Et donc, en fait, les vestiaires étaient à l'étage, il y avait juste un escalier pour descendre, il y avait la porte, et après, donc, on accédait il y avait les barrières et après le ring. Et en fait, donc j'étais habillé, j'attendais avec beaucoup d'anxiété de pouvoir entrer. Et en fait, c'est d'un coup d'un seul, donc juste derrière moi, il y avait Booster qui était dans le premier match. Et en fait, c'est d'un coup d'un seul, une pensée qui m'est venue, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Comment? Je repense, bah, je te dis, mon stage à Bayeul qui avait eu lieu 2 semaines avant, donc j'étais un peu porté, si tu veux, par l'euphorie. Et là, juste avant d'entrer, je me dis, voilà. Et donc, évidemment, tu peux t'en douter, bah, c'était le gros stress, c'était le premier, j'étais pas complètement sûr d'être prêt, je savais pas comment ça allait se passer. Bon, maintenant, aujourd'hui, je ne dirais pas que je vais main dans les poches, parce que je pense que quand vraiment on y va main dans les poches et qu'on n'en a plus rien à fiche, bon, c'est pas forcément une très bonne chose. Bon, oui, il y a moins de stress après. Il y a peut-être un petit peu plus de pression, je dirais, quand il y a sur la carte un ou des catcheurs que je ne connais pas, parce que bah, voilà, j'ai un petit peu moins l'habitude. C'est vrai que par exemple, quand je suis allé arbitrer en Angleterre, bah, voilà, je suis arrivé sur des shows où je connaissais absolument personne. En plus, je me dis, bah, voilà, c'est en Angleterre, les choses ne déroulent pas tout à fait de la même manière, ils n'ont peut-être pas tout à fait bah, voilà, c'est certaines mêmes habitudes, le public est différent. Donc oui, là, il y a un petit coup de stress supplémentaire par rapport à un show où quand je vais être sur une carte, je connais absolument tout le monde, même si, encore une fois, je n'y vais jamais complètement main dans les poches. Tu dirais que c'est quoi, toi, le plus compliqué dans ton rôle? C'est quoi? C'est ne pas gêner les catcheurs, parce qu'un arbitre ne doit pas gêner les catcheurs et tout. C'est quoi le plus compliqué en étant arbitre, selon toi? En fait, si tu veux ne pas gêner les catcheurs, je pense que ça vient avec l'habitude, tout simplement parce que je pense que c'est là aussi l'intérêt d'avoir des bases, pas vraiment des bases, enfin, dans mon cas, voilà, vraiment la base de la base, je pense que c'est bien aussi de. Ce que m'avait apporté le fait de faire le stage de catch à l'époque, c'était aussi bah, de voir un peu comment ça se passait et aussi de pouvoir anticiper. Bah, là, ils partent pour telle prise, donc logiquement, ils vont se retrouver là, ils vont se retrouver à tel endroit dans le ring. Donc, ça permet bah, au fur et à mesure d'anticiper un peu les mouvements et donc, bah, plutôt que d'attendre qu'ils se trouvent à un endroit, de se déplacer un peu avant pour être sûr de ne pas les gêner. Mais ça, après, j'ai envie de dire, c'est de la pratique. Et alors là, pour moi, il n'y a pas 50 solutions. Bon, on peut bien sûr te donner des conseils, des astuces, mais après, bon, au départ, c'est essai-erreur, essai-erreur. Hein. C'est-à-dire que bon, tu t'aperçois que tu gênes une fois, deux fois, trois fois. Bon, bah, au bout d'un moment, tu ne le fais plus. Je dirais que ça, bah, c'est presque le plus important, mais je dirais que ça a presque été. Bon, après, ça peut m'arriver accidentellement de me retrouver encore. Bah, d'ailleurs, ça m'est arrivé dimanche dernier. Donc, tu vois, même après 17 ans, on peut évidemment encore faire des bêtises. Non, je dirais que le plus compliqué, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est si jamais il y a un catcheur qui se blesse vraiment, c'est un, de comprendre qu'il s'est vraiment blessé, et deux, bah, d'essayer de trouver le plan B. Alors, sachant que c'est déjà arrivé que je trouve un truc pour arrêter un match lorsqu'il s'était passé bon, quelque chose. Bon, une fois, alors pareil, un truc qui n'arrive pas souvent, mais qui peut arriver. À la TPW, c'était il y a presque 2 ans. Bah, un catcheur s'est lancé dans les cordes, c'était pas spécialement, enfin, un gars costaud, Marek en l'occurrence, je lui fais un coucou, et qui s'était jeté dans les cordes. En fait, la troisième corde a pété. Vraiment pété, c'est-à-dire que voilà, le coin de corde s'est affaissé. Donc il a fait un magnifique salto arrière. Bon, heureusement, il s'est bien récupéré. Mais c'est vrai que voilà, mon inquiétude sur le coup, c'était un, est-ce qu'il va bien? On était assuré. Et deux, il allait bien. Qu'est-ce qu'on trouve pour finir? Parce que c'était un peu délicat de terminer le match dans ces conditions. Après, c'est quand un catcheur se blesse, c'est de savoir comment agir. Bon, déjà, on a envie, bien sûr, que personne ne se blesse dans un show de catch.
Et surtout, voilà, c'est de voir, essayer d'évaluer est-ce que c'est grave ou pas, est-ce qu'il peut continuer le match ou pas, et s'il ne peut pas, voilà, qu'est-ce qu'on trouve pour voilà, essayer de faire en sorte voilà, de gérer par rapport au public, sachant que bien évidemment la santé des catcheurs reste la priorité. Quelqu'un qui est complètement inconscient, on ne va pas lui dire non, non, mais là, relève-toi parce qu'il faut tout y aller jusqu'au finish, bien évidemment. Je dirais que ce que je crains toujours le plus, c'est que quelqu'un se blesse. Voilà, je dis encore une fois, parce que le but, voilà, le but, c'est comme dans tout sport comme le catch, c'est déjà de prendre du plaisir et de ne pas se blesser, exactement comme dans n'importe quel sport. Est-ce que tu es obligé de connaître tous les matchs par cœur ou des fois tu es surpris de certains spots? T'expliquais justement tout à l'heure comme quoi que tu avais arbitré un match où quelqu'un s'est blessé, donc du coup ça avait dû le terminer tout de suite. Mais est-ce qu'il est déjà arrivé que pour une raison, peut-être pour une erreur ou quoi, parce que même les catcheurs aussi ils font des erreurs. Est-ce que c'est déjà arrivé que que tu aviez un spot qui n'était pas du tout prévu et du coup tu vois, tu te retrouves comme quand même là, bon, tu vois, tu dois faire le tomber, par exemple, je sais pas, je vais dire imagine un finish ou quoi que ce soit qui se termine de cette manière-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Là, après, si tu veux, j'ai envie de dire, ça, c'est un peu la différence du catch par rapport à d'autres choses plus ou moins comparables. C'est qu'en gros, on fait tout en une prise. Hein. On peut pas dire couper, on la refait. Alors, des fois, la WWE le fait pour des shows enregistrés. C'est bon, voilà. Après, on sait que des fois, voilà, il y a tel truc qui a été retourné, est-ce que ça a passé? Bon, là voilà, on est entre guillemets en live, on a droit qu'à une prise. Et bien sûr, des accidents peuvent arriver. C'est vrai que, par exemple, c'est déjà arrivé, par exemple, un catcheur qui devait se dégager et qui se dégage pas. Bon, c'est toujours un peu délicat. C'est vrai qu'au début, je me disais, non, c'est pas le finish qui est prévu. Alors bon, c'est un peu compliqué parce que le but, c'est tout de même que, bon, même si la foule n'est pas dupe, le but, c'est de faire en sorte que ce soit bien sûr le plus crédible possible. Bon, là, il y a plusieurs écoles. C'est vrai que depuis quelques temps, je me suis plus fait le partisan de voilà, faire en sorte que ça paraisse, en gros, les trucs, si j'ose dire, les petits trucs apparaissent le moins possible. Donc, ça m'est déjà arrivé que, ma foi, tant pis, si un catcheur ne se dégage pas, tant pis, je compte 3. Et si c'est pas lui qui fait gagner, écoute, tant pis. Hein, je veux dire, c'est pas dramatique. Je veux dire, encore une fois, je pense qu'il faut relativiser. Il faut relativiser, si tu veux, à certains niveaux. Bon, si jamais il y a un petit loupé et que quelqu'un ne s'est pas dégagé, écoute, ma foi, c'est pas, voilà, je veux dire, c'est beaucoup moins dramatique que, par exemple, voilà, le match, je sais pas, pour le championnat undisputed de la WWE, où là, bon, s'il n'était pas prévu que le titre change de main, bon, ça peut être un peu plus embêtant. Bon, voilà, c'est ce genre d'incident qui peut arriver. Au niveau des spots, oui, il peut y avoir un truc qui n'était pas prévu. Mais je te dis, en fait, on réagit en direct, quoi. C'est vrai que là, l'expérience aide un peu, puisque lorsqu'on a, au fur et à mesure des années, lorsqu'on a vu des situations plus ou moins similaires, on est bien sûr un peu plus en mesure de réagir comme il faut. Bon, voilà. Après, voilà. Je te dis vraiment le truc que je redoute le plus, c'est la blessure, mais tout simplement parce que voilà, à force, la plupart des catcheurs, bon, je dis pas que c'est mes meilleurs amis, mais ça devient des potes, et voilà, on n'a jamais envie que quelqu'un avec qui on travaille et qu'on apprécie se fasse mal. Ouais, Après, c'est de la réaction, je dirais, voilà, c'est un peu en direct. Mais voilà, pour moi, si tu veux, le truc qui maintenant me guide plus que quand j'ai commencé, c'est l'idée de dire, bon voilà, surtout faire en sorte que faire en sorte que ça reste crédible et qu'on voit le moins possible les ficelles. Même si, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on fait tout en une prise. Et quand on fait en une prise, on sait très bien qu'il peut y avoir des. Et tu parlais tout à l'heure, comme quoi que c'est pas des titres importants, mais ça reste quand même des titres. Est-ce que ça c'est déjà arrivé justement que tu fais un tombé et puis que normalement le champion devait se dégager, puis au final voilà, il s'est pas dégagé, donc du coup il y a dû avoir un changement de titre. Est-ce que ça en 17 ans ça t'est déjà arrivé ou vraiment pas du tout? Alors non, pour une ceinture, bon après je ne mise pas forcément l'importance des titres, si tu veux, je disais un match en général. Bon, après Oui, oui, bien un sûr. match pour un titre, même voilà, un match pour un titre quel qu'il soit, oui, ça a tout de même une importance. Bon, il faut tout de même que ça reste crédible, donc on ne met pas n'importe quoi, bien sûr.
on ne met pas n'importe qui champion. Écoute, là, sincèrement, en 17 ans, j'ai pas, pour des matchs pour le titre, non, j'ai pas ce souvenir. Écoute, si c'est arrivé, c'est sorti de ma mémoire, mais non, là, comme ça, non. Pour autant que je me souvienne, pour autant que je me souvienne. Ok. En 17 ans, combien de matchs as-tu arbitré? Ah, purée. À peu près à la louche, hein, même si tu es à 100. En fait, non, mais c'est une excellente question. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, je m'étais mis à reprendre mes premiers shows et donc à tenir un espèce de journal de bord, à tenir tous. Alors, bon, clairement, je ne vais pas dire de bêtises en disant plusieurs centaines, ça c'est clair. Est-ce qu'on a atteint. Le problème de donner des ordres de grandeur comme ça, c'est que sans vouloir, on peut vite dire une grosse bêtise pour rester poli. Bon, plusieurs centaines, ça c'est clair et net. Peut-être même 1 ou 2 milliers, je ne sais pas trop. Là, comme ça, à la louche, je dirais entre 1000 et 2000, mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Je suis bien tendu par en dessous. Bon, plusieurs centaines, au moins plusieurs centaines, c'est clair et net, mais ouais, je dirais entre 1000 et 2000. Bon, il faudrait faire une petite moyenne, sachant que, évidemment, c'est pas la même chose si on est sur un show où il y a 1 ou 2 arbitres. Ça m'est même arrivé d'être sur des shows où il y avait 3 arbitres. Donc là, ça en fait un petit peu moins. Puis bon, après, je ne vais pas être hypocrite. Il y a eu des années aussi où j'ai eu moins de bookings. Bon, voilà, parce que notamment le nombre de shows a un peu diminué quand la première vague de catch. Alors bon, ça, c'est ceux qui nous écoutent n'ont peut-être pas tous connu, mais il y a eu la première grosse vague du catch vers 2006, 2007, 2008, parce que la WWE a été diffusée en prime time sur NT1, enfin, ça s'appelle NT1 à l'époque. Voilà, exactement. Là, il y a eu un gros boom. C'est vrai que quand le soufflet est un peu retombé, bon, là, de fait, il y avait moins de dates. Donc, bon, voilà. Mais écoute, bon, allez, on va dire, je ne vais pas trop mouiller, je vais dire entre 1000 et 2000 et voilà, choses comme ça. Ok. Alors, on parle également, si tu vois, qui a pas beaucoup de catcheuses et tout. Est-ce que justement, au niveau des arbitres, est-ce qu'il y en a là un petit peu qui, justement, tu vois, comme t'expliquais tout à l'heure, en général, les gens, quand ils viennent dans une école de catch, c'est pour devenir catcheur et non arbitre. Est-ce que tu vois un peu des futurs arbitres arriver, ou alors est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Comment ça se passe exactement un peu dans les écoles de catch? Est-ce que tout le monde veut de devenir genre catcheur ou catcheuse, ou il y en a justement qui veulent suivre ta voie et qui veulent devenir aussi arbitre? Alors, il doit y en avoir, même si là, les arbitres actuels auxquels je pense, ce sont des arbitres déjà, entre guillemets, bien installés et qui, à mon avis, vont rester arbitres. Je parlais de Jordi Desprez tout à l'heure. Bon, c'est également le cas d'Artemis, de Tino Larsonneur, de Michel Deschamps, etc. Là, si tu veux, c'est vrai que je fréquente un peu plus la TPW que les autres endroits. La TPW, c'est vrai que chez nous, la TPW, pour autant que je sache, il y a personne qui s'attend. Après, je crois aussi que même si on n'a pas envie de faire l'arbitre ad vitam aeternam, entre guillemets, je pense que pour un futur catcheur, c'est une très bonne école parce que tu es aux premières loges pour voir comment ça se passe un match. Dans un match, comment les catcheurs communiquent, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils se disent pas, comment ils gèrent leur temps, comment ils gèrent si jamais il y a un loupé. Donc après, il y en a plusieurs. Par exemple, à la ICWA, quand je venais comme simple fan avant de commencer, c'était Yann Colby, notamment qui arbitrait avant même Scurie. Yann Colby, après, a arbitré pendant pas mal de temps avant de commencer à être catcheur. Je pense que ça peut bien aider. Donc il y a pas mal de gens ici, et c'est tout à fait respectable. C'est en fait, on voulait faire arbitre, pas forcément pour compter, en ayant l'espoir un jour d'être catcheur. Mais on commençait par arbitre, et je pense que c'est une bonne idée, parce que ça te met déjà aux premières loges. Même pour un aspirant catcheur, arbitre, c'est une excellente école. Hein. C'est vraiment une excellente école. On apprend on apprend déjà énormément de choses, rien que par ce rôle-là. Là, on va dire, là, si tu veux, des jeunes qui n'ont pas encore lancé, là, comme ça, j'en ai pas en tête. Juste pour la petite histoire, la seule fois que j'ai fait un séminaire, alors c'était un séminaire un petit peu privé, c'était pour mes amis de la FRPW à Bordeaux, et c'était en fait pour un jeune
qui voulait commencer à préparer pour être arbitre. Alors, c'était plutôt bien passé, c'était très sympa. Sauf qu'en fin de compte, il n'a jamais fait arbitre. Donc, voilà, donc je peux dire que j'ai eu un seul, bon, je ne sais pas comment dire, stagiaire, étudiant, etc. Mais que ça n'a pas été très rentable. Non, c'est juste parce que, en fait, plutôt que arbitre, il a plutôt aiguillé sur manager, bon, ce qui est également un très bon rôle. On en manque d'ailleurs, je trouve, dans le catch français. C'est un petit peu dommage. Bon, pareil, ça, quand j'ai découvert le catch dans les années 90, c'était aussi la grande époque des managers, hein, les Jimmy Hart, Bobby Heenan, Slick, Paul Heyman aussi. etc. Paul Heyman. Alors, quand je regardais le catch, au début, il n'y était pas, parce que la il ne travaillait pas la WWF à ce moment-là. Il était voilà. dans le. Oui, c'était à la ECW, c'est voilà, 93, j'ai commencé à gérer la ECW, mais tu as raison, puisque. Excuse-moi. Tu as raison, puisqu'il a été manager à la NWA et à la WCW à la fin des années 80, début des années 90. Ouais, voilà, et puis après, bien sûr, j'oublie de mentionner celui qui est quasiment vraiment une de mes idoles dans ce milieu, qui est Jim Cornette, et qui était également à la WWF à ce moment-là. Bon, donc. Alors avec tout ça, excuse-moi, j'ai un peu digressé et je crois que j'ai levé la question au départ. C'était quoi déjà? Non, la question de base, c'est les jeunes arbitres, oui. Ouais, voilà, non, voilà, donc je te dis, je pense que, écoute, après, il y a un truc aussi, c'est qu'on dit parfois que ceux qui font arbitre, c'est des gens qui n'ont pas pu faire catcheur parce qu'ils n'étaient pas assez bons. C'est une manière de le voir. Moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que, bon, oui, encore une fois, c'est un second, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, et il est d'une importance capitale. Donc, il ne faut pas du tout le voir comme une rétrogradation. Je dis, soit finalement, les gens qui ne peuvent pas faire catcher ou parce qu'ils se sont blessés, etc., je pense que c'est un très bon rôle. Et encore une fois, les aspirants catcheurs, je les encourage de près à s'y intéresser. Voilà, parce que c'est vraiment une très bonne perspective avant de monter sur le ring soi-même comme catcheur. Mais justement, là, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous regardent et qui veulent justement se lancer dans le catch? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va quand même dans une école de catch? Est-ce qu'après un show, on va discuter rapidement avec l'arbitre? Qu'est-ce qu'on fait si jamais on veut devenir arbitre de catch, selon toi? Ce que tu as suggéré me paraît très bien. C'est-à-dire que oui, je pense que commencer à prendre contact, déjà, si on a un show, éventuellement, pas trop loin de chez toi ou même assez loin de chez soi, parce que on a besoin de fans. Hein. C'est très bien de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir la WWE lorsqu'ils viennent en France, c'est très bien. Je l'ai fait moi-même plusieurs fois, donc je vais évidemment pas le reprocher, mais je pense qu'il faut pas hésiter également à faire des kilomètres pour encourager le catch qui est, on va dire, plus ou moins près de chez vous. Quelqu'un, oui, un jeune qui veut commencer, oui, il ne faut pas qu'il hésite à aller discuter, à aller aborder. Personne ne va le manger. Voilà, bon, non, je veux dire, après, on peut tomber sur des méchants cons, ça arrive. Enfin, généralement, on est plutôt bien accueillis. Et après, oui, je pense que le mieux, c'est de se trouver une école de catch. Après, on peut très bien s'entraîner comme les catcheurs. Bon, c'est déjà important, bien sûr, de savoir chuter. Comme je te disais tout à l'heure, le fait d'apprendre, de savoir comment les mécanismes des différentes prises, ça aide après à se situer dans le ring. Donc, on peut très bien suivre un entraînement qui ressemble plus ou moins à celui des catcheurs, mais bon, voilà, plus avec le but de. Voilà, après, lorsqu'on fait des mini-matchs sur l'entraînement, la personne peut se tenter à l'arbitrage, voir si ça lui plaît, si ça ne lui plaît pas, et après commencer. Donc, je dirais que les conseils que j'aurais donnés ne sont pas forcément si différents de ceux que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer de catch. C'est trouver une école, une bonne école, une bonne école. Et ça, en France, je pense que ça ne manque pas. Et c'est vrai que par les réseaux sociaux, bon, maintenant, avec tous les comptes, que ce soit Facebook ou Instagram, c'est très facile de trouver, enfin voilà, d'avoir une espèce de répertoire, un listing des écoles de catch. Donc, trouver une bonne école de catch, aller discuter avec les gens, n'hésitez pas à dire, donc ne faites pas comme moi, ne pensez pas que si on veut faire arbitre, c'est qu'on est bizarre. Non, 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 c'est pas du tout le cas. Ne pense pas comme moi à l'époque. Donc, allez-y, moi, je dis, voilà, faut se lancer. Faut pas hésiter, faut se lancer. Après, on voit si ça marche pas.
tout le monde n'est pas fait pour être catcheur, tout le monde n'est pas fait pour être arbitre, mais comme tout le monde n'est pas fait pour faire du foot, tout le monde n'est pas fait pour faire du tennis, tout le monde n'est pas fait pour faire du handball. Ouais. Mais voilà, moi, plus gros conseil, je dis, c'est voilà, essayer, jetez-vous à l'eau. Est-ce que malgré, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'en parle également aussi avec les catcheurs et en général ils sont tous plus ou moins d'accord avec moi. Est-ce que le fait que toi tu connais un petit peu, enfin le mécanisme maintenant comment ça se passe, est-ce que tu arrives quand même être diverti devant un gala de catch ou autre, par exemple, je sais pas, imaginons que tu arbitres un match, est-ce que tu arrives quand même à être épanoui dans ce match malgré que tu l'arbitres ou alors en regardant à la télé, est-ce que le fait de regarder un match à la télé, est-ce que tu arrives quand même à être épanoui malgré que tu connais un petit peu l'envers du décor? Non, je me considère pas du tout comme. Enfin, je sais que c'est pas comme ça que tu l'as dit. Je me considère pas du tout comme blasé. Je dirais que ça dépend des fois. Mais oui, j'arrive encore à être, oui, notamment lorsqu'il y a un match dans lequel vraiment les catcheurs arrivent à impliquer la foule, dans lequel il y a vraiment des réactions assez vives. Ouais, oui, même après 17 ans de catch, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines ou mois. Il n'y avait pas qu'une seule fois d'ailleurs, voilà, d'être vraiment, de vraiment prendre du plaisir, c'est-à-dire, bon, de me dire, bon, je suis arbitre, mais oui, il y a eu des moments, j'aurais presque eu envie de sortir du ring, de m'asseoir au premier rang et d'applaudir avec, voilà, et d'agir avec le public, tellement c'était beau. Non, on peut encore, même avec une certaine habitude, bon, après, oui, il y a des choses, comment dire, il y a des choses qui, on va dire forcément, mais bon, ça, je dirais, c'est à force de l'habitude, il y a des choses qui impressionnent moins, où il y a des choses, on va dire, voilà, qui ont peut-être moins d'effet qu'au début, mais ça m'arrive encore très régulièrement d'être pris, voilà, d'être pris dans le truc, et même, ça m'arrive même des fois d'en avoir la chair de Des poule, voilà, frissons. d'en avoir des frissons, oui, ça arrive, je ne vais pas dire que ça arrive tout le temps, mais ça arrive, je dirais que c'est aussi, je veux dire, c'est aussi la beauté du catch, c'est-à-dire que même lorsqu'on y est impliqué, alors bon, faut rester raisonnable, hein, voilà, je sais que je parle même à ma petite échelle. Oui, voilà, même si on est impliqué dans le monde du catch, on reste bien sûr, on reste toujours fan. On reste toujours fan, oui, bien sûr. On reste toujours fan. Je te dis, bon là, je n'y vais plus, mais même lorsque j'avais commencé à arbitrer, je suis allé voir plusieurs fois la WWE à Bercy. Bon, après, on sait que quand c'est un show non télévisé, quand il y a un match pour un titre, on sait très bien que la ceinture ne va pas, voilà, que la ceinture ne va pas changer, mais ça n'empêche pas, voilà, ça n'empêche pas de se prendre au jeu. Là, tu vois, il y a quasiment un an, je suis allé voir la AEW à Londres. Oui, j'y étais comme fan, j'étais pas du tout blasé, voilà, j'ai encouragé, bon, surtout vu le prix des places, je me dis, autant en avoir pour son argent et écoute, autant donner de la voix, parce que bon, oui, non, on reste toujours fan, quoi qu'il arrive. Alors, on est humain avant tout, on fait des très bonnes choses comme on fait aussi des erreurs. C'est quoi le meilleur match que tu as pu arbitrer et le pire match? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, voilà, enfin de faire une énorme bourde? Parce que voilà, enfin, je suis désolé, ça arrive, hein. On est humain et tout, on fait des erreurs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire n'importe quoi, peut-être parce que ce jour-là, tu n'étais pas en forme, tu étais peut-être malade ou autre, mais c'est quoi le meilleur match que tu as pu arbitrer et le pire match? Alors, le meilleur, là, comme ça, j'ai tout de même réfléchi avant que l'interview commence parce que je me doutais que la question arriverait. C'est normal. Alors, si tu veux, j'aurais plusieurs réponses, mais bon, écoute, si tu me le permets, pour le meilleur, je vais en dire deux. Ouais, vas-y, Euh, pour des t'inquiète. raisons, pour De des toute raisons façon, assez. à mon avis, je pense que tu dois confondre avec la question bonus. C'est pas encore tout à fait ça. Donc, fais Ah, ok, attention. d'accord, C'est ok. pas encore tout à fait ça. Donc, fais attention. Elle va arriver la Ça question marche, bonus, mais c'est pas ça marche, encore ça maintenant. marche. Ok, je vois. Alors, le meilleur match, en fait, il y en a un qui me vient à l'esprit, mais tout simplement parce que j'ai arbitré, j'avais commencé à arbitrer depuis très peu de temps. C'était genre 3 mois après mes débuts. On était à Saint-Avold, dans Moselle, et on avait, sur ce show, on était un show dans lequel on avait eu Roderick Strong. On avait eu Roderick Strong, donc, qui était déjà très très connu sur le circuit indépendant. Et le main event, c'était Joe E. Legend, qui est un
un catcheur canadien qui vit en Allemagne depuis très longtemps, qui a été à la WWE, qui a été à la TNA, donc qui a habité en Europe et sillonnait toute l'Europe sur un petit peu partout. Donc Joey Legend contre Steve Corino, donc qui actuellement travaille, je crois qu'il travaille toujours pour la WWE, si je ne dis pas de bêtises. Je sais qu'à un moment il s'occupait de NXT. Je sais qu'à un moment, il faisait partie du staff qui s'occupait de NXT. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais Steve Corino, j'invite celles et ceux qui ne connaissent pas à aller voir sa fiche Wikipédia. Bon, c'est un champion de la ECW. Excusez du peu. Et en fait, ce match, au départ, ce match, donc c'était le main event. Ils avaient prévu, je ne sais plus, genre 15-20 minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, la foule était tellement à fond, et j'ai rarement vu une foule autant à fond que ça. Il y avait quoi, 800-900 personnes. Mais vraiment, la foule était tellement à fond. Le match a duré quasiment 45 minutes, mais il n'y a eu quasiment aucun temps mort. Enfin, je veux dire, et après, même en termes de catch, ils n'ont pas fait grand-chose, ils ne se sont pas tués. Bon, en plus, c'est des poids lourds, mais je veux dire, même sans faire de triple Hurricane Rana avec double boucle piqué, comme on dirait au castinage artistique, voilà, sans faire des grosses figures de gymnastique ou sans faire de spots gigantesques, juste, voilà, ils avaient vraiment, comme disent les Anglais, hein, ils avaient le public vraiment dans leurs mains et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et en fait, je pense qu'eux-mêmes s'amusaient tellement que ils ont prolongé le truc et ils ont fait un match de. Voilà. Et si tu veux, moi déjà, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, déjà, bon, Joey Legend, c'est pas n'importe qui. Être dans le ring avec Steve Corino. Bon, après, je ne pouvais pas, on ne pouvait pas trop voir la ECW en France, mais enfin, je savais qui c'était, je savais par où il était passé. Bon, c'est tout de même un peu impressionnant. Donc là, on se dit, pour revenir à ta question tout à l'heure, bon, moi, peu importe qui j'arbitre, je n'ai jamais envie de faire de bêtises, mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de dire mécaniquement, quand on est avec un big name, on a encore moins envie de faire de bêtises. Et surtout qu'ils avaient prévu quelques spots pour moi en interaction avec moi pendant le match. Donc voilà, c'est vrai qu'à la fois ça met une pression, mais je veux dire, c'est là, voilà, ça a été un des moments où je me suis dit, ah ouais, mais en fait, on peut vraiment faire réagir une foule, même en faisant pas forcément, même en faisant entre guillemets pas grand-chose, quoi. Je dis pas grand-chose du point de vue purement technique. Après, il y a un autre match dont j'ai un excellent souvenir. Celui-là, c'était en Belgique en 2011. Malheureusement, il n'y a jamais eu de DVD du show et c'est dommage parce qu'il était très très bon. C'était un match à un triple menace entre Tajiri, Shelton Benjamin et El Generico, donc qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Sami Zayn, exactement. Et là, pareil, le match était vraiment, pas à louper, vraiment. Tout est fluide. Là encore, ils n'ont pas fait du truc, ils ne se sont pas tués, mais je veux dire, tout était fait vraiment à la perfection, quoi. C'est vraiment des gestes, des prises précises, un truc bien ordonné. Pourtant, un match à 3, évidemment, c'est un peu plus compliqué à coordonner que quand on est deux. Et c'était vraiment un excellent souvenir. Et alors, le pire match, alors, je pense pas, quand tu veux dire le pire match, pas vraiment le pire match en termes de qualité, mais là où j'ai fait peut-être ma plus grosse erreur, des conneries, j'en ai fait. Et sans doute que j'en ferai encore dans les années à venir, si j'ai la chance de continuer à arbitrer pendant encore quelques temps. Moi, j'ai prévu d'arbitrer jusqu'à ma mort, hein, mais voilà. Mais donc, on verra. Je veux dire, pareil, l'une de mes références dans le catch, Charles Robinson, qui je crois a 60, je crois qu'il a plus de 60 ans, je ne sais plus quel âge, je crois qu'il a presque 65 ans. Et on le voit toujours fringant et qui continue toujours. Donc, si je peux continuer à faire comme lui, encore une fois, à ma petite échelle, mais même, je serais déjà très, très content. Non, alors, peut-être le pire souvenir, c'était un match avec Joey Legend, encore lui, contre Eric Schwartz, qui était un catcheur allemand, qui ne catch plus aujourd'hui, mais qui a d'ailleurs failli être signé par la WWE. Là, en fait, si tu veux, il y a eu un spot un peu particulier que, en plus, les deux, ce sont tout de même des poids lourds, voire très lourds. Et bon, je te passe la description du spot, mais en fait, si tu veux, je me suis entre guillemets mal reçu. En fait, on va dire, il y avait une différence de poids telle qu'en fait, si tu veux, mon pied, je suis tombé à la renverse et mon pied s'est décroché. Donc, ce qui fait, en fait, je me suis fait une grosse entorse, vraiment une belle entorse. Et le match continuait. Et donc, déjà, je devais gérer. J'avais vraiment mal. C'était encore chaud, mais j'avais du mal à marcher. Et c'est vrai que malheureusement, j'avais mal compris le finish. Et là, la très grosse erreur que j'ai faite, mais encore une fois, dans le catch, on apprend en faisant essai-erreur. La très grosse erreur que j'ai faite, comme je n'avais pas osé les faire répéter, je me suis dit, bon, je pense que je verrai comment ça se passe au fur et à mesure. En fait, j'avais mal compris le finish. Et en fait, j'ai complètement foiré le finish. En fait,
ça devait se terminer en double disqualification, mais je n'avais pas compris comment ça arrivait. Enfin bref, ça plus, je te dis, au milieu du match, quand je me suis tordu la cheville. Donc bref, j'ai fait de la merde. Je me suis pris une bonne engueulade dans les vestiaires. Bon, après, c'est une bonne engueulade. Après, c'était fini. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, bon, voilà je les ai revus les deux. Je les ai revus quelques semaines après. Bon, bah voilà, c'est bon. Je veux dire, ils n'étaient pas non plus. Ça va, ils n'en ont pas fait, ils m'en ont pas voulu à vie, loin de là. Mais voilà, c'est vrai que ça a été une énorme baffe. Ça m'a pris, voilà, j'ai pris une bonne baffe ce jour-là, mais sans doute une baffe salutaire à me dire, bah non, surtout si jamais il y a des spots un peu particuliers, un finish un peu particulier et qu'on ne comprend pas, bah non, vaut mieux demander. Tant pis, on demande une fois, deux fois, trois fois, et puis bah voilà, tant qu'après ça se passe bien dans le ring, je pense que voilà, faut vraiment pas, voilà, faut pas hésiter. Vaut mieux ça plutôt que d'avoir un doute. Surtout. Après, la plupart du temps, c'est pas le cas. Bon, la plupart du temps, voilà, c'est un finish classique. Mais lorsque, voilà, il voulait amener un finish avec une double disqualification, il voulait l'amener d'une certaine manière. J'avoue que je n'avais pas compris exactement ce qu'il voulait faire. Je n'ai pas osé les faire répéter. Bah, bien mal m'en a pris. Et puis, voilà. C'est une leçon que j'ai prise. Bon, après, c'est cet exemple-là. C'est pas la seule fois où j'ai fait une erreur. Mais encore une fois, le catch sans erreur, ça n'existe. Bon, ça, voilà, celui qui a, bon, comme on dit, bon, désolé, hein, c'est peut-être un peu un proverbe de bistrot, mais il n'est pas totalement faux. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Oui, non, mais en plus, tu sais que c'est exactement ce que dit ma mère, donc tu vois, c'est. Eh bien, écoute, je la salue, ta maman, je salue sa sagesse. Voilà, en plus, à chaque fois que je fais une connerie à toi, elle fait t'inquiète, et puis du coup, elle me sort ça. Donc, du coup, tu vois, ça fait bizarre que tu sors ça parce que ma mère, c'est exactement la même chose. Honnêtement, franchement, là, tu as arbitré de très bons noms hein, qui aujourd'hui ont des parcours incroyables. Est-ce que le fait de comme arbitrer des gros noms comme ça, est-ce qu'on s'occupe de toi, par exemple, genre dans les vestiaires? Est-ce que, par exemple, je sais pas, on te dit bonjour, même si c'est des gros noms. Est-ce qu'on te dit bonjour ou des fois, il se peut qu'un catcheur, bah voilà, il est juste venu pour faire son match, pour encaisser, genre, entre guillemets, genre son chèque et puis juste, hop, après, je me barre et tout. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un catcheur, après, on n'est pas ici un peu pour citer des noms, si tu veux le citer, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y en a un qui t'a pas du tout me parler durant une soirée ou quoi que ce soit? Alors effectivement, bon, je ne vais pas faire du name and shame, mais oui, il y a de tout. Il y a de tout. C'est vrai que dans les noms que j'ai croisé des gens. Ah bon, si, ceux qui ont été adorables, je peux peut-être les citer. J'ai croisé des gens absolument adorables. Daniel Bryan a été quelqu'un d'adorable. Steve Corino, dont je parlais tout à l'heure, a été quelqu'un d'adorable. Tajiri, que j'ai croisé, Tajiri a été absolument adorable. J'ai envie de dire, c'est vraiment au cas par cas. Bon, je suis tout de même beaucoup plus souvent tombé sur les gens de Chris Masters, ça a été également extrêmement sympa. Non, faut vraiment voir, c'est vraiment au cas par cas. Je suis tout de même beaucoup plus souvent tombé sur des gens très sympas que sur des gens pas sympas. Mais des pas sympas, oui, il y en a eu. Bon, après, ce qui se passe, c'est vrai que généralement, on va dire, il y a un truc qui est un peu, on va dire, une règle non écrite dans le milieu du catch, c'est que c'est toujours au moins expérimenté de faire le premier pas et d'aller dire bonjour. C'est vrai que souvent, les names, alors c'est pas de l'impolitesse. C'est vrai que bon, s'ils arrivent, oui, ils vont dire bonjour, mais si par contre tu arrives après eux et tout, ils vont pas se jeter sur toi pour aller te saluer. Et c'est vrai que, et en plus de ça, voilà, il y a tout de même une règle plus ou moins non écrite, c'est-à-dire que bah voilà, quand c'est, on va dire au moins, je sais pas comment dire, au moins expérimenté, bon, je vais pas dire au moins gradé, mais tu vois, on va dire voilà, d'aller vers le plus ancien et d'aller le saluer. Et quand tu fais ça, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Après, oui, c'est vrai que des names, bon, pas très sympathiques, qui disent bonjour à peine en te regardant et qui après bah, te snobent complètement. Oui, il y en a eu, mais honnêtement, c'est pas la majorité. J'ai plutôt des. Bon, il y a les noms que je testais, c'est pas du tout une liste exclusive, c'est les premiers qui me sont venus à l'esprit. Donc, je suis quand même beaucoup plus souvent tombé sur des names sympas que sur d'autres. Là, puisque actuellement, si je dis pas de bêtises, bon, je suis d'assez loin, mais je crois que c'est Swerve Strickland qui est toujours champion de la AEW.
C'est Il me toujours semble. lui ou, oui, c'est toujours lui. Je ne suis absolument pas la AEW, mais il me semble. Ok, c'est pas grave. Alors bon, en tout cas, il y a peu de temps, c'était lui. Lui, j'avais eu l'occasion de l'arbitrer en Angleterre il y a quelques années. Il était très sympa. Gunther, qui est devenu qui est devenu champion également il y a quelques jours. Je l'ai arbitré il y a longtemps. Bah, alors, ça s'appelle Dylan Walter. En Belgique, c'était également une crème. Donc non, voilà, je dis la Sami Zayn également, donc El Generico à l'époque, était hyper sympa. Bon, je suis beaucoup plus souvent tombé sur des gens sympas plutôt que sur des cons. Mais bon, ça arrive, et puis bah, ma Oui. foi. Non, mais après, j'ai eu l'occasion après d'en discuter avec certains jeunes catcheurs. Je vais dire, bah voilà, c'est sûr que bon, quand on tombe sur des gens qu'on a connus à la télé, qu'on rencontre, et que des fois on a une mauvaise surprise, bah c'est pas grave, voilà, il y a le catcheur et il y a la personne, et bon, bah voilà, c'est deux choses différentes. Ok. Je voulais savoir aussi, toi qui as arbitré beaucoup de monde, est-ce que tu as une anecdote de fin de show, par exemple, avec une grande star qu'on connaît, ou même si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, est-ce que tu as une anecdote assez marrante qui s'est passée lors d'un show en 17 ans? Je pense que tu as dû en voir des choses, mais est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ou pas du tout? Ouais, alors j'en ai une, oui. Alors c'est la première qui me vient à l'esprit. Je sais pas si c'est la plus marquante, mais j'en ai une qui est pas trop mal. Et là, pareil, j'avais commencé depuis très peu de temps, donc c'était en 2007. Et la ICWA avait un gros show à Souffelweiersheim, la ville d'origine de Monsieur Christophe Agius, enfin, le village d'origine de Monsieur Christophe Agius. Je pense qu'il ne se vexera pas si je dis village plutôt que ville. Et en fait, on avait eu une surprise qu'on ne voulait pas spoiler. À ce show, il y avait Raven, donc ancien de la ECW, de la WWF, de la ECW, voilà, de la TNA, etc. Donc on avait Raven, donc il n'avait pas été annoncé, c'était vraiment une surprise. Et alors bon, il était sympa, mais alors pour une raison qui m'échappe, en fait, il voulait quelqu'un, en gros, il voulait quelqu'un qui lui serve un peu de boy, genre va me chercher ci, va me chercher ça. Bon, après, c'était pas méchant, c'était plutôt marrant, mais voilà, je pense qu'en fait, moi, j'étais dans mes petits souliers, je commençais depuis 2 mois. Bon, je reprends Raven, un gros nom du catch. Euh, voilà, je pense qu'en fait, il m'avait repéré, il a dit lui, bah, lui, j'en fais ce que je veux. Et effectivement, en fait, pendant toute une après-midi, en gros, je te dis, j'étais bah, comme son majordome, quoi. C'était, voilà, pendant une après-midi, c'était va me chercher du McDo, amène-moi à boire, fais ceci, fais cela. Mais après, honnêtement, il était très cool. Et d'ailleurs, en fait, j'étais allé lui chercher du McDo. Alors, il avait pris mes 2 tonnes de trucs, il en avait pris 10 fois trop. Et en fait, il me dit, bah, en fait, tiens, il m'a dit, j'en ai pris trop, bah, vas-y, sers-toi, prends ce que tu veux. Donc voilà, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel à Souffelweiersheim à partager, à me taper mon meilleur McDo avec Raven. Et voilà, je te dis, bon, au départ, c'était un peu, voilà, au départ, je me suis dit, bon, c'était à la fois un peu bizarre, mais bon, ça reste un bon souvenir, parce qu'en plus, honnêtement, il n'avait pas du tout été, ni, il avait été franchement pas. Donc, je te dis, c'est un des souvenirs que j'ai, oui, après, c'est vrai que souvent, après les shows, bah, souvent, les gens repartent. Quand il y a un name, souvent, bah, voilà, on l'amène à son hôtel pas trop tard. Souvent, il y a un show le lendemain, ou il y a un avion le lendemain, il repart. Bah, par exemple, quand on a eu Tucker il y a quelques semaines, il avait l'avion tôt le lendemain, il repartait en Angleterre ou en Allemagne, je ne sais plus. Pareil avec Leo Rush. Donc voilà, on n'a pas toujours la possibilité de passer énormément de temps avec eux avant ou après le show. Mais bon, voilà, quand ça arrive, en général, c'est plutôt sympa. Bah, moi, c'est pareil, hein, je l'ai eu, Tucker en interview. Le mec, c'est un amour, il est super sympa et tout, hein. Franchement, c'est ouais, et honnêtement, pourtant, enfin, je veux dire, j'en ai eu des gens avec qui, et à chaque fois, ça se passe toujours bien. Mais lui, je sais pas, tu vois, en fait, disons que j'avais parce que en général, tu vois, on a toujours cette image-là, WWE, donc du coup, tu vois, enfin, tu vois, je suis un peu costaud, je me crois meilleur que tout le monde, alors que ce mec, non, pas du tout. Franchement, que ça soit en off, que ça soit pendant l'enregistrement et que ça soit après, parce qu'après l'enregistrement, des fois, on discute. Il a bien pris le temps de discuter avec nous. On a bien rigolé. Franchement, non, c'était sympa et c'est cool, tu vois, d'avoir des gens comme ça parce que, bah, tu vois, des fois, tu as des gens, bah, ils ont des grands parcours derrière eux et puis, bah, toi, tu vas discuter, tu vois, enfin, ils sont juste là pour discuter avec toi. Puis après, bah, c'est bon, tu vois, ils veulent pas en savoir plus. Et ça, franchement,
c'est cool. Est-ce que tu penses honnêtement que pour être arbitre, il faut aussi être bilingue ou pas du tout pour pouvoir parler avec d'autres catcheurs qui ne parlent pas la même langue que toi? Alors très clairement, si on ne parle pas du tout anglais, on risque d'être un petit peu limité, ça c'est clair. Alors maintenant, quand tu dis bilingue, bon, c'est peut-être un peu exagéré, il faut peut-être pas forcément être capable de lire Shakespeare dans l'édition Ouais. originale. Mais non, c'est clair qu'un minimum, oui, un bon minimum d'anglais, ça sert, tout simplement parce que aussi, bah voilà, parfois on relaye des messages. Bon, généralement les catcheurs se parlent, mais si jamais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont éloignés de l'un de l'autre, les deux sont au sol, il faut des fois servir un peu de, excuse-moi, faut servir un peu de relais entre les deux. Et dans ce cas, bah oui, c'est clair que oui, il faut tout de même, oui, faut se débrouiller suffisamment bien en anglais. Encore une fois, je dis pas être bilingue, mais voilà, faut bien se débrouiller, sinon ouais, effectivement, ça peut être assez problématique. Ça peut être assez problématique. Est-ce que c'est compliqué de passer une information à un autre catcheur quand la foule fait un bruit mais de fou? Et parfois, c'est vrai que bah, même moi qui a déjà assisté à des shows, des fois, on n'entend pas du tout et tout. Est-ce que c'est compliqué des fois de se passer des informations parce que bah, tu n'entends pas très bien ce qu'il te dit, imagine s'est blessé ou autre. Est-ce que c'est compliqué, tu penses? Parfois c'est un petit peu compliqué, même si perso je préfère quand il y a de la foule, quand tu as une foule qui est très bruyante. Personnellement, je préfère tout simplement parce que bah, tu peux parler fort, tu peux te permettre de parler fort. J'ai déjà assisté à un match, voilà, j'ai déjà assisté à un match, bah, je me rappelle, il y a une dizaine d'années avec Chris Hero, donc c'était bah, à la Luna à Maubeuge pour la ICWA. Et en fait, il y avait une telle ambiance dans la salle que en fait, Chris Hero était arrivé très en retard parce que, enfin, il était arrivé, le show avait déjà commencé, il y avait eu de gros soucis d'avion, un souci de correspondance. Donc en fait, il est arrivé à la salle, le show était déjà commencé, donc bah, le match, il a quasiment été improvisé dans le ring, mais il y avait une telle ambiance, mais en fait, j'entendais, même quand j'étais pas à côté de lui, j'entendais tout ce qu'il disait. Donc, le bruit de la foule permet de couvrir un peu plus. Dans ce cas, on peut se permettre de parler un petit peu plus fort. Donc, moi, ce que je fais, c'est que généralement, quand je dis un truc, je le dis deux fois pour être sûr que ça a été bien entendu. Ok. Généralement, bon, c'est un truc, tout le monde ne le fait pas, j'imagine, tout le monde ne le fait pas forcément, c'est un truc dont j'ai beaucoup discuté. Généralement, quand je passe une info par exemple pour le temps qui reste ou le temps ou ce genre de choses, généralement, je la répète pour être sûr que ce soit. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus paniquer. Si sur le coup, il y a un truc qu'on n'a pas entendu, on peut faire répéter. C'est vrai qu'on se dit, si tu veux, quand on est vraiment dans le match, on a tendance à vouloir faire en sorte, tu sais, que tout aille très vite, à vouloir que ça soit à la milliseconde. Mais en réalité, quand tu t'aperçois que quand tu es spectateur, il y a plein de choses qu'en fait, on ne voit pas et que des fois, il y a toujours des petits temps. Et en fait, si une info n'a pas été transmise dans la milliseconde, si tu n'as pas entendu le premier coup, bon voilà, il y a toujours moyen de redemander et de la répéter. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'est vrai que c'était un truc qui me stressait. Je me dis, mince, et si je comprends pas ce qu'on me dit dans le ring, et si je n'arrive pas. Mais pour ça, voilà, il faut arriver à prendre un petit peu de recul. Hein, on déstresse, tout va bien aller. Et voilà. Mais à choisir, je préfère quand il y a une foule bruyante que quand il n'y a pas un bruit. Ça m'est hélas arrivé d'arbitrer devant des Oui. foules quasi silencieuses. Bon, des foules, généralement, de base, c'est des endroits où il n'y a pas forcément grand monde. Mais en plus, quand tu as une foule pas très réactive, bon, bah là, si tu parles, tu as beaucoup plus de chances d'être entendu. Et bon, généralement, c'est ce qu'on essaie d'éviter pour maintenir un petit peu j'ai envie de dire, un petit peu le mystère, si j'ose dire. Bon, même si, encore une fois, les gens, quand ils vont voir un show de catch, voilà, ils savent que, ouais, bon, mais bon, voilà, ils acceptent l'idée que oui, ce qu'ils voient, c'est pas un combat comme au MMA ou dans ce genre d'endroit. Et bien sûr, voilà, on accepte, voilà, si tu veux, on sait qu'il y a des ficelles, on essaie juste de faire en sorte qu'il n'y en ait pas, un peu comme les magiciens. Ok. On fait simplement en sorte qu'on ne voit pas, ou le moins possible, les ficelles. On arrive bientôt au terme de cette interview. Tu Ah, parles. déjà? Bah ouais, c'est Ah, passé ok. vite. On a Eh plus ben, d'1h20 à peu près d'interview, donc tu vois. ok. Merci à toi d'avoir accepté. Je te dis, c'est passé super vite, hein, tu Bah, vois, avec parce que plaisir, hein, avec quand plaisir, on avec parle. plaisir. Mais t'inquiète pas, il reste encore quand même quelques questions. Du Ah! coup, du coup, je dis ça, mais ça tombe, la vidéo, elle va encore durer. Mais je voulais savoir, parce que tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait quelqu'un qui était arrivé justement pendant le show. Est-ce que ça s'est déjà arrivé en 17 ans de carrière?
derrière que justement quelqu'un qui devait venir, en fait, n'est pas venu parce que voilà, tu vois, il y avait un problème de transport ou quoi que ce soit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un qui était annoncé n'est pas venu et du coup, on a dû modifier le main event ou un match? Oui, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Là, ma foi, le promoteur, le booker, j'ai envie de dire, c'est à lui de gérer et de trouver une solution de remplacement. Donc, ça veut dire que la carte qu'il avait prévue, il la modifie. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est important. Bon, en principe, ils le savent. Mais même quand vous êtes jeune catcheur et que vous allez voir un show, ayez toujours votre. Voilà, vous venez en voiture, amenez toujours votre valise avec votre tenue parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je sais que ça m'arrive de temps en temps d'aller simplement voir des shows en France en tant que simple fan, mais j'ai toujours, j'ai toujours mon sac, j'ai toujours mon sac avec mon t-shirt d'arbitre, parce que alors, c'est jamais arrivé. Mais enfin, moi, si tu veux, c'est jamais arrivé qu'on me demande d'arbitrer à la dernière minute alors que je n'étais pas prévu. Mais j'ai déjà assisté à des shows où effectivement, oui, il manque une personne, deux personnes, que ce soit un name ou pas d'ailleurs, il manque une personne, deux personnes, oui, pour combler la carte, en gros, faut être prêt à dégainer, si j'ose dire, n'importe quand. Alors, je me rappelle d'ailleurs d'un FanFest en 2008 qui était organisé du côté de Metz. Effectivement, là, pour le coup, c'était vraiment des names qui étaient annoncés. Il y en a deux qui n'étaient pas venus. Alors, un, je ne me rappelle plus pourquoi. Le deuxième, c'était Feu Jim Neidhart, paix à son âme. Alors lui, en fait, il voulait venir simplement, visiblement, alors, je ne sais plus ce qu'il avait fait, je crois que son passeport était déchiré ou quelque chose comme ça, et donc il s'est fait bouler à la douane, donc il n'a pas pu venir. Dans ce cas-là, on a essayé de trouver des personnes à faire venir en urgence. Mais là, je dirais, si tu veux, ça fait partie un peu de la gestion des imprévus. Et même si le meilleur promoteur ou le meilleur booker qui soit, il planifie, malheureusement, un avion annulé, ça arrive. Un avion loupé, ça peut arriver. Un avion, un train, que sais-je. Faut gérer en live du mieux qu'on peut. Je veux dire, ça fait partie de la gestion des imprévus, je sais pas, ou quelqu'un qui se blesse juste avant le show, hein, ça peut arriver aussi. On peut imaginer quelqu'un qui fait je sais pas quoi et ça arrive, donc c'est pour ça, même donc aspirant catcheur, arbitre ou que sais-je, venez toujours avec votre tenue, même comme simple fan. Voilà. Je voulais savoir ce que toi tu en pensais en tant qu'arbitre. Alors moi j'ai déjà eu cette discussion avec des gens, enfin plutôt avec des catcheurs qu'avec des arbitres, parce que j'ai pu interviewer très peu d'arbitres malheureusement, mais ici en France il n'y a qu'une seule structure qui fait ça, c'est la WS. Et encore une fois c'est pas du tout une critique, hein, c'est juste pour toi, ton avis. Je pense que tu as dû le voir ou tu as dû entendre, ils arbitrent avec des cartons. Donc, un carton jaune pour un premier avertissement, deuxième carton jaune pour un deuxième avertissement, un peu comme au foot, et troisième carton, là, à ce moment-là, c'est exclu, mais c'est très rare. C'est quoi, toi, ton avis sur ça, le système des cartons? Est-ce que c'est un bon système? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais un jour utiliser ou que tu n'utiliseras jamais? C'est quoi ton avis là-dessus? Après, je dirais que par rapport à la foule, c'est une aide qui n'est pas forcément utile. C'est vrai que ça fait le parallèle avec le football. Bon, je pense que on s'aide de quelque chose que tout le monde ou presque connaît. Alors perso, je n'ai jamais utilisé. En fait, si tu veux, je pense que là, si tu veux, c'est à l'arbitre de s'adapter aux règles de la promotion et pas le contraire. C'est-à-dire que, alors, j'ai jamais travaillé avec ça. Si un jour je devais le faire, écoute, je le ferais. Dans un autre registre, ça m'est arrivé la dernière fois que je suis allé en Angleterre, que je suis allé arbitrer en Angleterre, fin 2019, pas longtemps avant les épisodes Covid. J'avais arbitré pour Brian Dixon, paix à son âme, qui nous a quittés l'année dernière. Donc, Brian Dixon, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est quelqu'un qui a été promoteur de catch au Royaume-Uni pendant plus de 50 ans. Il a commencé dans les années 70 et il a continué, même s'il a un petit peu ralenti la cadence, car il y avait des soucis de santé, mais il a continué quasiment jusqu'à son décès. Et en fait, pendant un show, Brian Dixon me voit dans les vestiaires juste avant le début du show, et en fait, il me tend un sifflet. Là, tu vois, c'est même pas un jet de carton, c'est un sifflet. Et en fait, il me dit oui, quand tu veux un truc pas réglo, t'hésites pas à aller le sifflet. Bon, au début, j'avoue, j'étais un peu dubitatif. Honnêtement, j'étais un peu dubitatif. Bon, maintenant, évidemment, si tu veux,
face à un gars qui a tout de même 50 ans d'expérience dans le catch, tu te doutes bien que j'ai évidemment bien fermé ma gueule et que j'ai dit oui, monsieur, oui, monsieur, je vais faire ça. Bon, j'étais un peu dubitatif, j'ai joué le jeu et en fait, à ma grande surprise, ça a aidé. Là, les gens n'étaient pas focalisés sur moi, mais ça a eu son effet et vraiment, à la fin du show, pourtant, on n'était pas dans une salle, on n'était pas dans une salle immense. Il devait y avoir, je sais pas, 300-400 personnes, bon, ce qui est déjà bien, mais je veux dire, on n'était pas devant 2500 personnes. Il y avait un tel bruit, il y avait un tel vacarme que juste avant ou juste après, je ne sais plus, le main event, bah, le heel principal, le heel qui faisait le main event a voulu faire une promo au micro, mais les gens le huaient tellement, on n'entendait rien. Et en fait, la foule était tellement chauffée à blanc. Et en fait, j'avais fait 4 ou 5 dates de suite avec eux, et c'était le seul soir où j'ai utilisé le sifflet. Encore une fois, je ne dis pas que c'était que ça, mais il avait, Brian Dixon avait une telle expérience, il savait ce qui faisait réagir la foule ou pas, et les petits trucs qui faisaient en sorte que la foule allait encore plus être embarquée dans le show. Donc je ne dis pas que c'est la simple utilisation du sifflet qui a fait que ça a mis les gens, ça a fait autant réagir les gens, mais ça y a participé. Et je pense que l'histoire des cartons, c'est exactement la même chose. C'est un petit truc qu'on utilise pour impliquer encore plus les gens, on espère un code si tu veux, qui là parle à tout le monde avec le football. Maintenant, je sais qu'au départ, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas mal utilisé, alors pas partout, mais traditionnellement, en fait, au départ, ça vient d'Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, Chris Jericho le raconte dans son tout premier livre, puisque lorsqu'il était jeune catcheur, il y avait un grand tournoi de catch qui avait lieu tous les ans en Allemagne. Donc là, on parle des années 80, grosso modo. Qui était géré par Otto Vance, qui était Oui. pareil, le gros promoteur historique allemand. C'est en gros, c'était le Brian Dixon allemand. Et en fait, Chris Jericho avait vu que là, ils utilisaient les cartons. Et il a dit, ah, mais en fait, c'est génial ce truc. Et quand il est revenu au Canada, il avait dit, c'est très bien, il faudrait qu'on l'utilise également. Donc là, j'ai envie de dire, si tu veux, c'est des codes, ça dépend d'une promotion à l'autre, d'un pays à l'autre. Moi, je n'ai jamais à travailler avec. Maintenant, voilà, par contre, ce qui est clair, c'est que soit personne les utilise ou tout le monde les utilise. Si tu veux, faut pas être sur un show, il y a un arbitre qui les utilise et un qui les utilise pas. Sinon, ça ressemble à rien. Je veux dire, faut tout de même donner l'impression que on arrive dans un endroit dans lequel il y a des règles. Mais ça, d'ailleurs, ça fait partie des petits trucs. Quand je vais dans une promotion que je ne connais pas, et notamment à l'étranger, je demande s'ils ont des règles un petit peu spécifiques. Par exemple, tu as des endroits, c'est pas courant. Par exemple, tu as des endroits dans lesquels le décompte à l'extérieur, c'est un compte de 20 au lieu d'un compte de 10. Oui. C'est pas courant, mais ça arrive. Des choses, par exemple, est-ce que traditionnellement, au catch, on a entre guillemets pas droit au point fermé? C'est les mains ouvertes. Donc je demande au promoteur, est-ce que vous voulez que je signale, est-ce que les coups de poing sont autorisés, ou est-ce que je les signale dans ce genre de petites spécificités. Et après, si on me donne un accessoire, moi, j'ai pas eu droit au carton, j'ai droit au sifflet, mais il faut faire avec. Et le système des cartons, oui, écoute, j'ai pas eu l'occasion. Si j'ai l'occasion, je le ferai. Après, je t'avoue que j'aime pas trop le foot, mais pas grave, hein, je ferai avec. Pourquoi on voit de moins en moins de fouilles de catcheurs? Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, on voyait quasiment que ça, j'avais l'impression que c'était uniquement que quand il y avait des matchs de championnat. Je me rappelle, tu vois, je vois encore un arbitre, tu parlais de Charles Robinson, mais tu vois, fouiller, genre par exemple, John Cena, quand il défendait son titre, je le vois encore fouiller Triple H et tant d'autres. Pourquoi on voit moins en moins de ça, de fouilles d'arbitres? Alors, si on parle de la WWE, alors malheureusement, je ne suis pas dans les petits papiers de la WWE, donc ça va surprendre beaucoup, mais je ne suis pas si peu au courant de l'évolution forcément de leur pratique. Après, comme toi, je les constate. Je pense que c'est tout simplement parce qu'on dit aux arbitres de ne pas le faire. Alors après, est-ce qu'il y a une raison derrière? Je ne sais pas. C'est vrai que personnellement, et encore, je dis personnellement, je ne le fais pas toujours. Je sais qu'à un moment, je le faisais à chaque match. Alors à chaque match, c'est peut-être pas génial parce que c'est vrai que ça ralentit un peu le rythme du match, le rythme de la soirée. C'est pas forcément une bonne idée. C'est vrai que le faire pour un championnat, on pourrait se dire si on le fait pour un match, pourquoi on ne le fait pas pour les autres? Après, on peut se dire aussi, là, comme il y a une ceinture en jeu, c'est donc un match extrêmement sérieux. Donc vraiment, on s'assure qu'il n'y aura absolument aucune irrégularité et donc on prend des précautions particulières qu'on ne prend pas pour les autres matchs.
Pour moi, si tu veux, c'est une histoire de présentation. Ça fait partie du package, c'est une histoire de présentation. Je pense que oui, le fait de fouiller les catcheurs avant, après, ça ne se faisait pas forcément toujours. Je pense qu'on le fait, je te dis, pour marquer un match. Je pense que le faire pour un match de championnat, c'était pas une mauvaise idée, puisque ça permettait aussi de faire un petit peu monter la tension. C'est exactement comme le fait, par exemple, quand le ring announcer présente les catcheurs une fois que les deux sont montés dans le ring et non pas pendant qu'ils font leur entrée. Si tu veux, pour moi, tout ça, ça fait partie, on va dire, de la présentation globale du match et de l'importance qu'on veut lui donner. Tout comme d'ailleurs, alors excuse-moi de prêcher pour ma paroisse, mais tout comme d'ailleurs l'arbitre qu'on met sur un certain match. C'est-à-dire qu'à la WWF, dans les années 90 et 2000, tous les matchs de championnat étaient arbitrés par Earl Hebner, qui était présenté comme l'arbitre senior de la WWF puis la WWE. Eh bien, on savait que quand c'était Earl Hebner qui arbitrait un match, eh ben oui, on va dire, c'est l'arbitre un peu phare de la WWF, donc c'est lui qui arrive. C'est ce qui permet aussi de donner un peu de relief à ces matchs-là par rapport à d'autres. Donc je te dis, c'est la présentation. Je pense que s'ils ne le font pas, c'est tout simplement ce on leur dit de ne plus le faire. Après, là, encore une fois, je pense que c'est partie des petits trucs. Il n'est pas idiot de demander, voilà, des habitudes à demander aux promoteurs. Là, par contre, quand on revient au niveau des promotions indépendantes, ça fait partie des trucs à demander aux promoteurs. Bah, ici, est-ce que tu souhaites que je fouille ou pas? S'il y a un deuxième arbitre, évidemment, se mettre d'accord pour qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Le tout, en fait, c'est, j'ai envie de dire, à la rigueur, si tu veux, j'ai presque envie de dire, peu importe que ça ait lieu ou pas, il faut juste qu'il y ait une cohérence et que, voilà, ne pas donner l'impression du deux poids, deux mesures ou des règles à géométrie variable, parce que, bon, c'est ce qui, évidemment, souligne encore plus le fait que le truc est fake et c'est évidemment ce qu'on souhaite éviter à tout prix. Ok, ça marche. Et du coup, là, c'est à ce moment-là où on arrive justement à cette fameuse question bonus. Donc, du coup, je vais te donner une baguette magique. Donc, du coup, je vais modifier l'intitulé. Toi, c'est 3 matchs que tu souhaiterais arbitrer. C'est si jamais tu avais la possibilité d'arbitrer ces 3 matchs-là. Bien sûr, je rappelle encore une fois que les catcheurs que tu prononces peuvent être vivants ou morts actuellement. Mais si jamais tu rêverais d'arbitrer, pardon, excuse-moi, 3 catcheurs, qui ça serait et pourquoi ces 3 catcheurs? Alors pour moi, bah, si tu veux, je vais pas être très original, mais je vais piocher dans mes souvenirs d'enfance parce qu'après tout, c'est comme ça que j'ai découvert le catch. C'est vrai que franchement, je payerais cher pour avoir une machine à remonter le temps et pouvoir arbitrer Hulk Hogan contre André le Géant à WrestleMania 3. Parce que même si c'était un match dans lequel techniquement il n'y avait pas grand-chose, il y avait une telle tension et une telle émotion que, enfin voilà, même si le match n'a pas duré longtemps, bon, on sait qu'André Géant avait des problèmes de santé, en termes de mobilité, il commençait à être très limité, mais il était tellement attendu, bon, excuse l'anglicisme, le build-up jusqu'au match avait tellement été bien fait. Il y avait vraiment une attente du public et ouais. Maintenant, si c'est le match que j'aurais aimé arbitrer, ça aurait été celui-là. Maintenant, les 3 catcheurs, là, je m'en réfère à quand j'ai commencé, même si quand j'ai commencé à voir le catch en 93, Hulk Hogan venait de partir, mais on le connaissait par ailleurs. Ben, notamment, il y avait une série très intellectuelle, comme chacun peut s'en douter avec lui, qui passait à la télé, qui s'appelait Thunder in Paradise, que je recommande. Bon, ça se veut. Donc, clairement, Hulk Hogan, bon, parce que c'est Hulk Hogan. Dans les catcheurs que j'ai connus et dans les premiers catcheurs que j'ai connus à l'époque, j'aurais adoré arbitrer Macho Man Randy Savage. Alors, j'ai eu l'occasion d'arbitrer son frère, Lanny Poffo. J'ai eu l'occasion d'arbitrer son frère pendant le FunFest dont je parlais tout à l'heure. Alors, lui, il était absolument adorable. D'ailleurs, bon, le pauvre, pareil, il est décédé il y a 1 ou 2 ans, je crois. Donc, Lanny Poffo qui a catché sous le nom de The Genius à la WWF. Et l'Undertaker. Clairement, l'Undertaker, pareil, parce que il faisait partie de ceux que j'ai découverts en 93 et lui a continué. C'est vrai que la première fois que je suis allé voir la WWE en live, c'était à Milan, 2005. En fait, pendant 6 mois, j'ai vécu près de Nice. Et alors, la WWE n'était pas encore revenue en France, puisqu'il y a eu la période un peu ellipse entre 93 et 2007, pendant laquelle ils n'ont pas fait un seul show en France. Et donc, pendant que j'habitais à Nice, il passait à Milan. Et donc, avec un pote, on s'est dit, bah allez, tiens, on y va. Nice-Milan, ça faisait pas trop loin. Et donc, c'était un show non télévisé.
Mais voilà, il y avait un match, c'était Kurt Angle contre l'Undertaker, et bon, c'était vraiment du très très haut niveau. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je pensais que comme c'était un show non télévisé, bah, les matchs ne seraient pas forcément très lourds et tout. Et en fait, c'est le contraire. C'est vrai que si on veut vraiment voir du catch, il vaut mieux aller voir un show non télévisé qu'un enregistrement en télé, même si c'est très bien d'aller voir les deux. Et voilà, je veux dire, bon, il a pris sa retraite il y a pas longtemps, mais je veux dire, voilà, depuis que j'ai découvert le catch jusqu'à pas si longtemps, bon, voilà, l'Undertaker, c'est le catcheur, voilà, pour moi, c'est le catcheur qui m'a rappelé bah, mon enfance quand j'ai découvert le catch et tout au long, bah, voilà, quasiment, et qui a continué jusqu'à récemment. Donc, moi, clairement, oui, mon trio, Hulk Hogan, Randy Savage et l'Undertaker. Ok. Si un jour tu as des enfants ou si tu as des enfants, est-ce que toi tu les autoriserais à être catcheur ou même arbitre? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Alors, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas spécialement l'intention d'en avoir, mais bon, écoute, on verra. Si j'en avais, je dirais, je ne sais pas trop ce que je veux dire. Bon, déjà, il faudrait que le catch les intéresse. Bon, déjà, si ça ne les intéresse pas, bon, bah, j'ai envie de dire l'affaire est pliée. Non, je pense qu'après, il faut pas décourager. Je pense qu'il ne faut pas décourager les vocations. Bah, la seule vocation, voilà, je dirais simplement voilà, de faire attention, de bien choisir son école de catch. Bon, après, le fait d'avoir un pied enfin, un pied, plus qu'un pied, dans le milieu, ça me permettrait, bah, voilà, peut-être de recommander certains endroits, et puis, voilà, de recommander certaines pratiques, et puis, bah oui, certaines précautions à prendre avant de monter dans le ring pour son premier match. Mais je dirais pour moi, enfin voilà, pour moi, si tu veux, le catch, je le mettrais exactement comme, je sais pas, comme du judo, du foot, du karaté, de l'escrime, du handball, que sais-je. Voilà, c'est, bah écoute, si ça te passionne, bah tente et fonce. Ok. Et du coup, on termine avec deux dernières questions. Et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Grand plaisir. Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux gens qui te disent que le catch, c'est truqué? Est-ce que tu en as marre d'entendre ce genre de choses? Et est-ce que tu as pu justement faire changer d'avis d'autres personnes? Alors, marre, je dirais pas ça, parce que si tu veux, bah, c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps et qu'on Oui, continuera à entendre. Donc, si tu veux, bon, je pense qu'il faut prendre faut prendre un petit peu de recul, même si je sais que quand j'avais croisé quelques anciens du catch français, je sais que pour eux, c'était vraiment une des pires insultes. Mais bon, c'est vrai que comme on connaissait voilà, leur planning, quand ils faisaient quand il y avait la tournée Ricard dans les années 60-70, on ne se rend pas compte. Mais le catch en France, ça a été vraiment quelque chose d'absolument gigantesque à cette époque-là. Bon, mais là, c'était un milieu qui était beaucoup plus fermé. C'était un milieu qui était beaucoup plus fermé. Je veux dire, on ne rentrait pas dans le catch de ça. Je veux dire, quelqu'un comme moi, jamais j'aurais pu rentrer dans le milieu du catch dans les années 70, c'est assez clair. Donc ça, alors après, certains vont dire que c'est une bonne chose, certains vont dire que c'est une mauvaise chose. Bon, pour ma part, je pense que c'est pas une mauvaise chose que ça soit un petit peu ouvert par rapport à ce que c'était à une époque. Je pense que pour revenir à ta question, dire que c'est truqué, non, je pense que simplement, ce que je dis, c'est, bah, je n'utilise pas trop l'expression divertissement sportif, qui était bah, la traduction qu'on donne des fois à sports entertainment. Pour un point, je dis c'est un sport spectacle. Un sport spectacle avec deux composantes, c'est-à-dire que quelqu'un qui me dirait, ouais, mais en fait, et qui m'a dit, parce que c'est déjà arrivé forcément, quelqu'un qui me dit, ouais, mais en fait, c'est truqué, ils se font pas mal. Je dis, bah, si ça se fait pas mal, bah, vas-y, va dans le ring, là, avec le gros costaud qui fait 120 kilos. Ah ouais, mais non, parce que bah, je croyais que c'était truqué. Si c'est truqué, tu vas pas te faire mal. C'est toi-même qui a dit, on se fait pas mal. Donc, il faut être un peu logique. oui. Après, je pense qu'il y a un truc, c'est que bon, aujourd'hui, et on en a parlé plusieurs fois pendant l'interview, bon, les gens qui vont voir du catch, voilà, sont pas dupes, mais c'est exactement finalement comme quand on va voir, je sais pas, quand on va voir un film, quand on va voir, je sais pas moi, je vais prendre un exemple qui était cher à Booster, qui citait souvent, quand on va voir Roméo et Juliette, et que bah, les deux protagonistes principaux meurent, et qu'après il y a le baisser de rideau et que les acteurs viennent saluer, il n'y a personne dans la salle qui dit ah mais c'est truqué, ils sont même pas morts, regardez ils sont relevés, donc c'est truqué. Donc c'est truqué, donc il n'y a aucun. Donc n'allons pas voir de théâtre, il n'y a aucun intérêt. Comme n'allons pas voir de cinéma, ça n'a aucun intérêt, parce que bah, le personnage là. N'existe Voilà. pas. Bah, exactement. Et voilà. Et même n'allez pas voir les films de Disney, parce que les animaux qui parlent, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc si tu veux, si on tire Oui, si on tire la bobine de fil, ça peut aller assez loin.
Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est simplement de dire, bah non, simplement, c'est un sport spectacle. Généralement, c'est vrai que notamment quand j'ai des collègues de boulot, parce que bah, mes collègues, la plupart de mes collègues de boulot savent que, voilà, que je fais arbitre de catch. Et c'est vrai qu'en fait, la question, ils ne me demandent pas forcément c'est truqué, mais en fait, et je pense que ça, c'est presque aussi intéressant, c'est que les gens savent que bon, c'est pas un sport au sens, on va dire, olympique du terme, mais les gens ne savent jamais exactement, en gros, quelle est la part de préparé et quelle est la part de non préparé. Et ça, je pense, c'est encore la petite part de mystère qu'on doit essayer de préserver, parce que bah, de dire, mais en fait, est-ce que c'est répété à 100%? Est-ce qu'il y a une partie, d'improvisé? Est-ce qu'en fait, ils connaissent le match entièrement par cœur avant de venir? Ou est-ce que c'est... Oui, Et voilà, c'est en fait, les gens savent qu'il y a une partie qui est préparée, mais on ne sait pas toujours, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert bah, moi-même en entrant dans le milieu, c'est en fait c'est de voir, je dirais, un petit peu, tu vois, la répartition entre ce qui est préparé et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est assez intéressant. Et en fait, je pense qu'au lieu de dire c'est truqué, alors on peut éventuellement dire c'est scénarisé, le mot est un peu moins péjoratif, mais généralement, bon, alors, après, j'avoue, j'en joue un petit peu, mais quand on me pose la question, je dis, c'est un sport-spectacle. Et on joue sur les deux tableaux. Et bon, souvent, quand les discussions continuent, les gens se disent, ouais, ouais, ok. Et puis, il y a un truc qui revient tout de même, c'est les gens disent, oui, mais attends, quand tu vois leur gabarit et quand tu vois ce qu'ils font dans le ring, oui, il faut tout de même être super entraîné et tout. Donc, voilà, le sport, parce que je pense que, pour moi, il n'y a rien de choquant à présenter ça comme un, il y a rien de choquant dans la présentation à présenter ça comme un sport, même en ne restant pas dupe exactement comme dans une pièce de théâtre. On montre bah, des personnages, je sais pas, moi, du Moyen-Âge ou du Moyen-Âge. On sait très bien que les acteurs sur scène ne viennent pas du Moyen-Âge et n'ont pas pris une machine à remonter le temps. Donc je pense qu'il faut pas minimiser l'aspect sportif, mais l'aspect spectacle, je pense qu'on n'a pas à le cacher, je pense même qu'on a à le revendiquer. est-ce Même si, qu'on... encore une fois, de base, je Pardon, présenterai excuse-moi. plus. Excuse-moi, non, c'est moi, c'est Non, moi. non, vas-y, vas-y. Même si de base, voilà, je pense que c'est bien de présenter le catch au départ comme un sport, d'un genre un peu particulier, certes, mais à le présenter en fait au départ comme un sport, parce que bah, n'importe qui ne peut pas monter dans le ring, Oui, bien sûr. n'importe qui ne peut pas monter dans le ring sans avoir suivi un entraînement long, méthodique, avant de pouvoir prétendre poser un pied dans le ring devant du public. Je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il y a du public, les gens généralement payent une place pour venir nous voir, et bah, à partir du moment où les gens payent pour venir nous voir, bah, c'est à nous de nous comporter comme des pros. Quand on dit se comporter comme des pros, je ne dis pas qu'on vive du catch, personnellement je ne vis pas du catch, et bon, comme énormément de gens, mais ça n'empêche pas de prendre la chose au sérieux. Et c'est là où je citerai mon ami Christophe Ajus, c'est prendre ce qu'on fait au sérieux sans se prendre au sérieux. Oui, bien sûr. Et est-ce que toi, pendant les discussions que tu as déjà eues, est-ce que toi, parce que, enfin, je te demande ça parce que moi, on me l'a demandé en fait, et en fait, c'est ça aussi qu'on n'arrive pas à comprendre dans le catch. Bon, on va prendre un match en général où parfois, tu vois, il y a des coups de chaise ou alors ils passent à travers une table. Et en fait, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, les gens, en tout cas moi, avec qui j'ai discuté, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que pourquoi quand ils se prennent un coup de chaise, bah, en fait, en gros, ils saignent pas tout de suite, ils n'ont pas le nez pété ou par exemple quand ils passent à travers une table, bah tu vois, enfin ils sont pas complètement KO, tu vois. C'est ça en fait le problème qu'ils ont. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que toi, avec tes 17 ans de carrière, toi qui as vu pas mal de choses, qu'est-ce que tu leur répondras à ces gens-là? Alors, avant de leur répondre, t'inquiète, hein, je vais essayer de ne pas être trop long. Moi, si tu veux, déjà, ce que je regrette un petit peu par rapport à une époque, c'est, je dirais, comment je vais dire ça? Je vais dire un peu bon, désolé d'utiliser un mot un peu, mais un peu la dévaluation de certains trucs. C'est-à-dire que il y a 15 ans, il y a 20 ans, quelqu'un qui passait à travers une table, bah, il s'en relevait pas. Et on pouvait même monter un angle à partir de ça et dire bah, il est passé accidentellement ou pas à travers une table. Et donc, voilà, on vient le mettre sur une civière. Ça peut faire un angle qui peut servir pour voilà, une blessure, qui peut après donner lieu à une revanche, etc. etc. La même chose pour un coup de chaise, etc. Alors bon, après, ça va être difficile de remettre le dentifrice dans le tube. Et tu vois, ce que je regrette, c'est que ces trucs-là, qui étaient entre guillemets exceptionnels et qui devaient être des moments marquants,
Bah, si tu veux, on semble être caricatural, mais voilà, des fois, même maintenant, alors on dit plus pay-per-view, mais dans les PLE de la WWE, tu as la table des annonceurs qui est fracassée dès le premier match. Et Oui. ça, personnellement, c'est un truc que je regrette parce que je trouve que ça dévalue, en fait, ça minimise l'impact, sachant que c'est un impact, hein. Je veux dire, bon, même si bien sûr, la table, bon, d'accord, hein, c'est pas du chêne, c'est pas du, voilà, la table, elle n'est pas en marbre, hein, loin de là. Mais je trouve dommage que, tu vois, ces petits trucs-là, et même sans parler d'utilisation d'accessoires, au fur et à mesure, on les a dévalués, faire en sorte que finalement, bah, un coup de chaise, c'est plus si impressionnant que ça. Passer à travers une table, bah, en gros, ça devient impressionnant à partir du moment où tu passes à travers trois tables en tombant d'une échelle et que les tables sont en feu et que, je ne sais pas moi, oui, tiens, sur les tables, en plus, il y a une table qui est entourée de barbelés. Là, ça commence à être significatif. Alors que je te dis, il y a 15-20 ans, on passait à travers une table, c'était déjà très impressionnant Ouais. en soi. Donc moi, si tu veux, je regrette qu'il y ait un certain nombre de choses, mais on pourrait dire la même chose pour un certain nombre de prises de catch, que si tu veux, malheureusement, leur valeur s'est un peu atténuée au fur et à mesure du temps et qu'on soit obligé d'en faire toujours plus pour faire réagir la foule. Alors, je sais que ce n'était pas ta question, mais pour ma part, si tu veux, je trouve que c'est dommage. Voilà, je pense, encore une fois, ce sera peut-être difficile de revenir en arrière. Je pense qu'on peut, il faudrait voir comment. On peut faire en sorte que bah, un truc qui est censé être impressionnant, on ne soit pas obligé d'en faire des caisses pour que ça reste impressionnant. Ben, c'est Maintenant, ça. Excuse-moi, je me permets juste de vas-y. te couper et de faire une parenthèse. C'est un peu comme les finishes aujourd'hui. Tu vois, je suis désolé, mais normalement, de base, quand tu te prends un finish, bah, tu vois, t'es censé être KO ou alors vraiment dans les trucs historiques. Alors que maintenant, aujourd'hui, tu vois, t'as l'impression que tu es obligé de claquer au moins 50 finishes pour que le match soit terminé. Et ça aussi, je trouve ça dommage. Excuse-moi, c'était la petite parenthèse Non, que je mais voulais il n'y a faire. absolument aucun souci. D'ailleurs, si tu me permets de rajouter un tout petit peu là-dessus, là, je sais que c'est. Alors bon, je ne me prends absolument pas pour un vétéran quoi, mais bon, comme Non, tu l'as non, mais dit, il je n'y a fais pas de ça depuis souci. 17 ans, donc si tu veux, j'ai vu deux ou trois choses. Donc de temps en temps, je me permets de donner quelques conseils aux jeunes catcheurs, bah, notamment ceux de la TPW, puisque c'est ceux que je vois souvent, TPW ainsi que nos amis de la HCP à Bolène. Moi, je dis souvent aux jeunes catcheurs, une fois que vous avez choisi un finish, protégez vos finishes. Protégez vos finishes, c'est-à-dire ne vous amusez pas dans un match random comme ça, vouloir faire le finish de WrestleMania avec 34 dégagements votre adversaire qui se dégage de votre finish. Je veux dire, votre finish, ça fait partie de votre panoplie et il faut que les gens vous identifient avec et se dire, oula, il a placé son finish, c'est la fin. C'est ce qui fait partie, en plus, je dirais, de la gimmick, du personnage, de la tenue, du style, du look. C'est également ce qui définit un catcheur, pardon. Et c'est vrai que oui, ce truc dans lequel on fait maintenant régulièrement se dégager des finishes, bah, pareil, c'est-à-dire que bah, le finish ne vaut plus grand-chose. Je veux dire, voilà, bon, pareil, désolé d'en revenir mais, voilà, à mes débuts. Voilà, bon, oui, Hulk Hogan, alors pourtant c'était une descente de la cuisse, mais on savait que quand Hulk Hogan faisait sa descente de la cuisse, c'était fini. Quand Macho Man Randy Savage faisait sa descente du coude, bah, la descente du coude, c'était fini. Quand Shawn Michaels faisait son switch in music, maintenant c'est vrai que bon, c'est des fois un peu la maladie dans certains trucs, dans certaines promotions indépendantes, mais c'est vrai que quand je vois des fois, ou même pas forcément indépendantes, mais quand je vois des matchs dans lesquels il y a 15 super kicks, oui, moi, bon, désolé, je vais être un peu vulgaire, ça m'emmerde. Je déteste ça. Je trouve que ça dévalue, parce que bon, on parle tout de même, si on revient à la base, on parle tout de même d'un coup de pied dans la gueule, quoi. On parle d'un Ouais. coup de pied dans la gueule. Si on te met à n'importe qui, on te met un gros coup de pied comme ça dans la gueule et que tu te relèves 2 secondes après, bah, en fait, c'est dire qu'un coup de pied dans la gueule, ça n'a pas d'effet. Bah, c'est pas, tu vois, c'est ce petit truc auquel j'aime pas. Mais j'en reviens maintenant, excuse-moi pour la digression, j'en reviens à ta question de départ. Bah, si tu veux, pour la chaise, ça dépend. Bon, un coup de chaise dans le dos, il a peu de chances de faire saigner, mais des fois, ça arrive qu'il y ait des saignements non provoqués. Je ne sais pas, certains s'en souviennent peut-être, mais à la nouvelle ECW, donc la ECW revue par la WWE, il y avait un match entre Rob Van Dam et Hardcore Holly. Hardcore Holly était passé à travers une table, et je ne sais plus si on s'en souvient, il s'était pris, il avait eu une énorme, une grosse blessure. Enfin, en gros, il s'était ouvert sur toute une partie du dos, et c'était très impressionnant. Et là, c'était accidentel, c'était pas voulu. Donc, c'est des choses qui déjà peuvent tout à fait arriver. Pareil avec les coups de chaise. C'est peut-être pour ça aussi qu'il faut d'ailleurs être un peu économe des coups de chaise et les utiliser que dans des cas un peu particuliers. Bon, après, un coup de chaise dans le dos, on se dit, bah non, ça ne va pas faire saigner.
Personnellement, je suis pas trop fan des coups de chaise dans la tête, tout simplement parce que déjà, bah, c'est dangereux. Voilà. On a beau avoir banalisé un peu ça, vous prenez, bah, voilà, vous prenez une chaise en métal sur le front, bah, c'est pas forcément très vrai. Donc, si tu veux, moi-même, désolé, hein, je sais que je réponds pas tout à fait à tes questions, mais si tu veux, déjà, tous ces trucs-là, moi, je serais pour faire, si tu veux, un espèce, bon, si c'est possible en tout cas, faire une espèce de retour arrière, les utiliser vraiment que dans des moments marquants et pour marquer vraiment des moments particuliers qui vont amener une rivalité plus tard, etc. Même à l'échelle d'une petite promotion, hein, une petite promotion qui fait des shows assez régulièrement. Je pense que voilà, elle pourrait très bien se servir de ces trucs-là, comme ça se faisait dans les années 80-90 pour marquer le début ou la continuité d'une rivalité entre deux catcheurs. Maintenant, si tu veux, je ne sais pas comment je pourrais répondre, comment je pourrais vraiment répondre à ta question de départ. C'était en gros, bah, pourquoi. Bon, après, il y a des gens qui croient aussi que les catcheurs utilisent des capsules, que c'est du faux sang, qu'ils s'écrasent une capsule sur la tête. Bon, là, c'est pas vrai. Alors après, c'est vrai que leur dire, bon, si on explique que non, bah, en fait, ils utilisent une lame, là, on se dit, ah bah oui, mais ils s'ouvrent eux-mêmes, c'est dangereux, alors ce qui n'est pas totalement faux. Je dirais que l'utilisation des objets, moi, je te dis déjà, je pense qu'il faut la rationaliser et l'utiliser que dans des moments où ça a du sens. Et bon, bah, ma foi, je pense que bah, voilà, dire que bah, ça a saigné le passé, je pense que si tu veux, les deux choses, une soit on saigne de manière accidentelle, et bah, ma foi, ça arrive, et ma foi, bah, c'est comme ça. Je veux dire, dans n'importe quel sport, et notamment des sports de combat, on peut saigner. Et on le voit bien d'ailleurs avec le MMA, où des fois, bah, ils ont beau avoir des gants, etc. Bah, oui, c'est sûr qu'un gros coup voilà, dans l'arcade sourcilière, un gros coup sur une arcade ou dans les lèvres ou quoi, bon, il y a du sang qui va avoir. Bon, après, on peut toujours trouver l'explication en disant oui, mais en fait, la chaise, le coup a été donné, je sais pas, sur telle ou telle partie Ouais, la chaise est partie sur telle partie du crâne, une partie qui saigne moins que les autres. Je, voilà. Alors, désolé, en fait, je pense que je n'ai pas très bien répondu à ta question. Ouais, non, c'est pas Mais, grave. Et j'avais juste, alors je voulais juste prolonger un tout petit peu la question par rapport à ça et après on conclut parce qu'on arrive bientôt d'être déjà à 2 heures. Et mais encore une fois, oui, merci à toi. Toi qui as connu Booster et encore une fois, pareil, on n'est pas ici pour, tu vois, enfin pour critiquer les gens, mais est-ce que toi tu as été déçu un petit peu, que ça soit Booster, que ça soit également si Boula, qu'ils ont participé à cette fameuse émission qui a fait un peu jaser tout le monde, les secrets du catch enfin révélés. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette émission. C'est quoi, toi, ton avis en tant qu'arbitre et en tant que fan aussi, absolument? C'est quoi ton avis par rapport à ça? déjà, bon, il y a eu d'autres, comment dire, il y a eu d'autres émissions du genre. Bon, il y avait notamment un documentaire qui était sorti au début des années 2000, je crois, qui s'appelait Beyond the Mat, dans lequel ils avaient suivi à l'époque Mick Foley, donc Mankind, The Rock, etc., dans les vestiaires. Et en fait, on les voit avant leur match du Royal Rumble 99, un match qui avait été extrêmement brutal. C'était un high quit match. Mais bon, voilà, dans le documentaire, on les voit discuter avant le match, après le match. Donc, si tu veux, j'ai envie de dire, le rideau avait été, c'est pas nouveau que le rideau a été levé. Après, cette émission, je t'avoue qu'elle a été diffusée, je crois, il y a pas mal de temps, donc je ne m'en souviens pas. Je l'avais vue, hein, maintenant, ça fait quelques années, je ne m'en souviens pas extrêmement bien. Bon, il y avait tout de même eu pas mal de choses qui n'avaient pas été dites ou montrées. Je dirais que si tu veux, bon, je pense qu'on peut le voir de deux points de vue. On peut le voir effectivement, je te dis, un peu comme les magiciens. Un magicien révèle pas ses trucs, et là, quelque part, on a révélé certains trucs. On peut le voir d'un autre côté en disant aussi, bon, ok, il y a des trucs, mais pour savoir les faire, c'est pas n'importe qui peut les faire. Je pense qu'on peut le voir selon les deux Ok. versants. Chacun son avis. Alors, je te fais pas une réponse de Normand, une réponse d'Opiette, parce que c'est Booster et Boulapunk. Voilà, que ça a été, je te dis, comme je l'ai dit au début, ça a été respectivement mon parrain et ma marraine dans le milieu du catch. Je ne les remercierai jamais assez pour m'avoir permis de commencer et de pouvoir encore continuer, même si l'éloignement géographique fait que je les vois un peu moins souvent qu'à une époque. Je dirais que ce genre d'émission, on peut le voir, on peut le voir dans les deux, on va dire des deux points de vue. Et bon, voilà, je pense que chacun son avis.
Ok, et bah du coup pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? T'expliquais que tu voulais catcher jusqu'à ta mort, mais est-ce que tu as d'autres projets dans le catch, aller dans d'autres pays, peut-être des pays où tu n'as jamais été? Est-ce que le Japon, ça peut être quelque chose qui t'intéresse, le Mexique ou autre? Est-ce que tu as des projets là prochainement? Oui, alors j'aimerais bien déjà retourner arbitrer en Angleterre, parce que là, ça fait quelques temps que je n'y suis pas allé, donc j'espère pouvoir. Je voulais y aller cet été, mais malheureusement, j'ai pas pu. Bon, pour question de, ouais, dans les jours que je pourrais prendre, en fait, enfin, je dis pas que j'aurais forcément pu, mais j'avais un contact, j'aurais pu. Donc j'espère pouvoir y retourner, peut-être dans quelques temps, parce qu'il y a pas mal de shows en Angleterre, notamment pendant les vacances scolaires. Il y a des shows tous les jours, quasiment tous les jours. Donc j'espère pouvoir y aller. Après, oui, c'est vrai que j'aimerais bien tenter une expérience. Alors, le Japon, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avoue que j'aimerais bien une expérience aux États-Unis ou au Canada. Oui, oui, ça me tenterait assez. Je sais que j'étais allé, mais là, pour les vacances, j'avais passé quelques jours il y a quelques années, j'avais passé quelques jours à Chicago. J'avais essayé de prendre quelques contacts, mais il y avait pas vraiment de date à ce moment-là, en tout cas à proximité. Ouais, non, non, je te dis effectivement, si à un moment je pouvais, oui, tenter l'expérience aux États-Unis ou au Canada. Alors, notamment, bon, au Québec, on a pas mal de, il y a une assez grosse promotion qui La tourne. NSPW. Voilà, toi, enfin, tu commences à bien les Ouais, connaître. D'ailleurs, on a eu l'un d'entre eux sur notre dernier show TPW, j'ai fait du avec. voilà, Léo Sunshine que tu as interviewé il y a pas très longtemps, un gars très sympa, je lui fais un petit coucou au passage d'ailleurs. J'étais ravi de faire sa connaissance là il y a même pas une semaine. Maintenant, c'est vrai que bon, il y a aussi, alors là pareil, là, bon, c'est pas une grosse promotion, mais là, c'est plus, on va dire, pour le kiff perso. Dans mes références parmi les arbitres, on a parlé de Charles Robinson tout à l'heure. Il y avait également Nick Patrick, donc ancien arbitre de la NWA, de la WCW, de la WWF et de la WWE, donc qui a repris en fait la promotion que tenait son père, qui s'appelle la Deep South Wrestling. Et c'est l'un des dirigeants, et c'est vrai que voilà, j'aimerais bien, donc il est en Géorgie, du côté d'Atlanta, je crois. Et c'est vrai que j'aimerais bien là-bas, mais là, je veux dire, c'est aussi le petit kiff perso pour rencontrer tout de même Monsieur Nick Patrick, quoi. Et autant j'ai pu, après les shows de WWE, j'ai pu rencontrer Charles Robinson, j'ai une photo avec lui, j'ai pu avoir une petite discussion très rapide, parce que généralement, c'est quand ils veulent démonter le ring, donc ils sont pressés de partir, et on les comprend, donc je ne l'avais pas enquiquiné très longtemps. Mais voilà, je dirais tout simplement parce que Nick Patrick a été une de mes références et effectivement, ça serait vraiment un gros kiff de pouvoir bosser pour lui. Si un jour tu revois Charles Robinson, est-ce que tu pourrais lui demander une question? Quel est son ingrédient pour ne pas vieillir? Parce que le mec, tu as l'impression que ça fait des années qu'il n'a jamais vieilli, quoi. C'est Ouais, c'est c'est impressionnant, incroyable. le temps n'a pas d'emprise sur lui. Ah ouais, non, mais Le temps n'a c'est pas comme d'emprise sur Ertrous, lui. hein. C'est comme Oui, Ertrous, hein. C'est oui, incroyable, hein. Ces mecs-là, tu te demandes un peu. oui. En tout cas, merci beaucoup à toi. Je vais te laisser conclure cette interview avec ce que tu veux, promo, réseaux sociaux, bref, c'est ton moment à toi. Et encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Eh bien, encore une fois, merci Bilal, merci à toi. Écoute, j'espère que je ne vous aurai pas trop barbé avec ces interviews. Surtout, je sais que des fois, je fais des réponses un peu longues, mais des fois, je ne sais pas toujours me taire. Effectivement, si vous souhaitez me suivre, et je ne doute pas que Dylan incrustera ça dans la vidéo, vous pouvez me suivre sur Instagram, @YannLeftiref. Je le mettrai dans la description, de toute façon. Parfait, merci beaucoup. Donc pour ceux qui se demandent, lefty, ça veut dire gaucher, puisque justement, j'ai ceci de commun avec Charles Robinson et Nick Patrick, que nous faisons partie des arbitres du clan très restreint, des arbitres gauchers. Bon, si tu veux, comprenez-moi, ça me permet de trouver un point commun avec eux, c'est voilà. Je dirais, écoutez, pour tous ceux je pense, parfois, quand on découvre le catch, au début, on a l'impression, en tout cas moi, c'était mon sentiment, d'être un peu isolé au départ, parce que dans les copains à côté, je parle quand il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout, on se dit, c'est bizarre, ouais, il n'y a que moi qui aime le catch, j'arrive pas à partager. Je pense, n'hésitez pas à partager ça. En tant que fan, continuez à aller voir des shows de catch. Je dirais surtout, allez voir également les shows de catch en France. Alors bon, même si, ok, il y a pas tout le côté, bon, évidemment, il n'y a pas tout le côté, on va dire, presque Artifice. Disneyland
j'allais dire Disneyland, tu vois, c'est voilà, de la WWE. Mais voilà, rappelez-vous que même les très grands catcheurs que vous adulez, ils ont commencé, ils ont tous fait des choses genre la fête du poireau au fin fond de la Cambrousse, tous. Ils ont tous fait des galas de fêtes foraines, ils ont tous fait des galas de fêtes de village, ils ont tous fait des galas de camps de vacances. Ça, c'est notamment, bon, c'est plus en Angleterre, même si ça se fait un peu en France également. Donc, surtout encouragé. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Après, de toute façon, le catch, c'est un truc dans lequel on a toujours des choses à apprendre. Même quand vous arrivez à catcher, bah, surtout ne prenez pas le melon. Donc, malheureusement, j'ai pu croiser des jeunes catcheurs qui, bah, quand ils ont commencé à catcher, pensaient que ça y est, ils étaient placés. Donc, ils ne voulaient plus démonter le ring, ils ne voulaient plus faire ce genre de tâches un peu ingrates qui font partie du métier. Mais il fait totalement partie du métier. Bon, certes, je ne suis entre guillemets que arbitre, mais moi, voilà, bien que ça fait 17 ans, j'ai toujours à monter des montées, soit ça ou autre chose, monter le décor, mettre en place des trucs. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce milieu, lancez-vous, n'hésitez pas. Lancez-vous avec humilité, respectez vos aînés, prenez des conseils, parlez surtout, j'ai envie de dire surtout écoutez. Au début, on écoute beaucoup plus que l'on parle. Et voilà, je pense que voilà, le catch, c'est un univers très particulier. Mais voilà, je pense que ce qui nous relie tous, même quand on est dans le milieu, que ce soit comme catcheur, comme arbitre, comme ring announcer ou encore autre, ce qui nous lie tous, c'est que voilà, nous en sommes fans et il faut que ça continue, il faut qu'on continue à faire vivre le catch. Et faire vivre le catch, n'hésitez pas surtout à faire vivre le catch près de chez vous, parce que bah, c'est comme on dit, c'est par les petits ruisseaux que font les grandes rivières. Je ne sais pas si ta maman utilise également cette expression. Mince, bon, j'en aurais eu une. Mais voilà, c'est-à-dire que bah, les grands noms que vous commencez, ils ont toujours commencé petits. Personne ne commence devant 20 000 personnes au Madison Square Garden. Ouais. Et donc voilà, même à petite échelle, il ne faut pas hésiter à encourager. Si vous voulez vous lancer dedans, que ce soit comme catcheur, comme arbitre, comme ring announcer, il ne faut pas hésiter. Alors après, au début, on fait des besognes. Bah forcément, voilà, on va chercher les uns les autres à la gare, à l'aéroport, on les ramène, on tient le stand de merchandising, on passe le coup de balai avant le show, après le show, on pose les chaises. Mais comme je l'ai dit au début, un show de catch, quel que soit le niveau, un show de catch, c'est une organisation, tout le monde à sa place, dont les fans. Donc, si vous voulez entrer là-dedans, moi, je vous y encourage. Mais voilà, il y a des petits codes à respecter. Et voilà, il faut pas... Quand on commence dans le catch, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ça, je pense qu'on connaît tous comme expression. Merci beaucoup à toi, Yann. C'était une longue interview, intéressant. Puis après, c'est aussi de ma faute parce que j'ai appuyé aussi sur le bouton mais ça, ils découvrent là à la fin, mais ils le verront pas. C'est moi, j'ai appuyé trop vite sur le bouton enregistrement. Donc, du coup, il va y avoir un petit blanc. Donc, du coup, on coupera bien pour que tout soit bien. Je te remercie beaucoup. Merci à tous. Avec grand plaisir. Merci à tous. Vive le catch. C'est ça, exactement. Merci à tous d'avoir regardé. Puis, moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Salut à toi, Yann. À bientôt. Salut.